Bon, Anissa, dans un premier temps, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, ravie d'être là. Pas trop compliqué de trouver le chemin jusqu'ici, ouais? Non, je suis venue, j'ai vu de la lumière et je suis entrée. Super. Écoute, est-ce que tu veux dans un premier temps te décrire en 3 mots? J'avais envie. Tu as fait la recherche avant, ouais. J'avais envie de trouver les bons mots. Ah, ok. Donc 3 mots. Ça peut être 3 mots, 3 phrases, tu vois. Ok. Je vais te donner juste les mots et si éventuellement tu veux que je m'explique, je le ferai. Ça marche. Le premier, je dirais audacieuse. Je commente pas parce que... Non, on va commenter après, mais c'est surtout par rapport à ce que tu fais actuellement. Donc ça marche. Forcément, ok. Le deuxième, c'est cérébral. Ah, ok. Beaucoup de choses pour moi qui passent par le côté très cérébral, à tort ou à raison, hein, mais je pense que c'est un mot qui me définit bien. On va débattre là-dessus après, c'est marrant. Ok. Faut pas oublier toutes les choses. Ouais, non, t'inquiète. Oula, t'inquiète. Et le troisième, je pense que je dirais profonde. Profonde, ok. Et ça, je peux utiliser cet adjectif dans ma manière de travailler, dans mes relations, dans les conversations que j'aime avoir. Je pense que la profondeur, c'est un truc vers lequel je suis naturellement attirée et qui, je pense, me définit bien parce que j'aime aller dans le fond des choses en permanence. Okay. Écoute, qu'est-ce qui t'anime en ce moment? C'est vrai qu'on aimerait bien tout savoir parce que juste avant off, tu m'expliquais un petit peu ton parcours précédemment, mais qu'est-ce qui à l'heure d'aujourd'hui t'anime? Qu'est-ce que tu fais actuellement en fait? Je sais que tu fais plein de trucs, mais on va peaufiner là-dessus. Mais qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? De manière assez succincte, je dirais que ce qui m'anime profondément, c'est le désir de permettre à des gens de se voir à leur juste valeur. Et donc d'accompagner ces personnes-là dans le changement de leur propre perception pour leur permettre d'avoir accès à tout ce qu'ils convoitent, à tout ce qu'ils méritent. On parle d'argent, de promotion, d'opportunités, de reconnaissance vraiment de manière très concrète. Et ouais, je crois que j'aime voir des gens changer leur regard sur eux-mêmes et obtenir ce qu'ils veulent en conséquence. Ça, principalement au Luxembourg, hein. Tu fais ça au Luxembourg, international ou... Je fais ça au Luxembourg et en dehors des frontières. Je suis, on va dire, internationale par essence. Je bosse sur plusieurs marchés. Je connais très bien le marché luxembourgeois, les travailleurs, les réalités économiques du pays. Mais je travaille aussi en dehors et c'est aussi super enrichissant de voir que malgré qu'on parle à des professionnels de pays différents, il y a des problématiques qui sont très universelles. Intéressant. Ah, ça, on n'a pas pu... Ok. Quel type de profil tu as? Est-ce que tu as un type de profil lambda? Enfin, c'est quoi le modèle que tu as qui fait appel à tes services? La question que... Je vais te dire un truc un peu pas politiquement correct, mais je vais te dire que je travaille essentiellement avec des gens intelligents, profonds, qui ont... C'est marrant, ça. C'est souvent les gens intelligents qui ont ce genre de problématiques auxquelles ils sont... Tu sais quoi, ça va sembler un peu snob de dire ça, mais j'en ai pas peur aujourd'hui parce que je pense que la véritable intelligence, c'est aussi la conscience de ses propres limites, de ses faiblesses, etc. Et donc quand je parle de gens intelligents, je parle pas de gens qui maîtrisent tout et qui sont des puits de connaissances. Non, mais qui ont pris conscience de leurs défauts, de leurs qualités. De leurs propres limites, etc. Et qui ont aussi la lucidité de se dire peut-être que j'ai besoin d'un regard extérieur pour être accompagné, pour m'aider, pour m'amener un petit peu une grille de lecture sur mon cas de figure, sur mes difficultés. Donc ça, c'est déjà un peu le prérequis. Mais ensuite, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont, on va dire, un certain nombre d'années d'expérience, essentiellement des cadres ou des experts métiers qui, au fur et à mesure des années, ont pu développer leur expertise. Tu prends des débutants ou pas? Ou tu trouves pas que c'est un travail intéressant à faire? Ah non, pas du tout. En fait, moi, je suis pas fermée, mais la réalité, c'est que ma niche, c'est plutôt ça, parce qu'en fait, c'est souvent le moment où les gens ressentent le besoin de trouver quelqu'un comme moi. Tu vois, quand tu démarres ta carrière au départ, bah tu te cherches en fait. Exactement, tu te crées aussi plein d'opportunités, donc tu te dis ok,
je vais essayer ça, je vais faire ça. Et parfois, oui, t'es peut-être un peu frustré parce que t'as le sentiment que tu pourrais avoir plus ou que tu pourrais gagner plus. Mais t'es aussi dans une phase de ta carrière où t'as besoin de faire tes preuves. Et donc, t'es pas forcément en train de te dire, ouais, le système, j'ai eu beau faire tout ce qu'il fallait et j'ai pas eu ce que je devais avoir. Parfois, t'as besoin d'aller au bout d'un chemin et de te dire, OK, là, ça fait peut-être 5-10 ans que je fonctionne comme ça, que je suis un peu l'employé modèle et que je fais tout comme il faut. Et malgré ça, je m'aperçois que y a des opportunités qui me passent sous le nez, que la promotion qu'on m'avait vendue, elle est pas pour moi. Et donc moi, je remarque que généralement ces clients intelligents dont je te parle, ils viennent vers moi à un moment de leur vie où ils ont ressenti peut-être une frustration, tu sais, une espèce de désillusion entre la perception qu'ils avaient de ils se sont mentis à eux-mêmes, quoi, ouais. Alors le système nous ment aussi à travers cette méritocratie, tu vois, de travail dur et tu vois ton travail parlera pour toi. À un moment donné, il faut rester discret et t'inquiète, fais ton travail, charbonne et on te le rendra. Et en fait, moi, mes clients souvent, ils arrivent et ils sont un peu revenus de ce mythe parce qu'ils se disent mais en fait moi je suis méritant, moi je bosse, moi je compte pas mes heures, ce que je fais ça a de la valeur, même mon boss réutilise ce que je fais pour se l'approprier. Donc en fait, tu vois, il est où le conte de fées qu'on m'a vendu? Et donc moi c'est on va dire un cas de figure que je connais très bien parce que je l'ai aussi expérimenté. Ouais. C'était la question d'après. Est-ce que l'envie de faire ça t'est venue parce que tu as pu toi-même justement être confronté à ces difficultés-là et tu t'es dit bon écoute je mets justement en avant tout ce que je sais faire, quoi. Complètement. En fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, l'idée dans le fait de me lancer, de lancer mon business, au-delà de mettre mes compétences à contribution ou en tout cas à disposition de clients, c'était aussi le fait de se dire mais mon business, il est aussi énormément influencé, le terreau de mon business, c'est aussi ce que moi j'ai vécu, ma propre expérience. Et tu vois, pendant très 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 longtemps, cette frustration, ce que je t'ai exprimé là, cette espèce de déception et presque de colère sourde, tu vois, que peuvent ressentir certains de mes clients à un moment donné dans leur trajectoire, je l'ai ressenti et pendant des années, je l'ai contenu, je l'ai d'une certaine manière mis sur mute en me disant non, c'est pas normal, tu sais, c'est pas très glorieux de dire je suis pas content, je veux plus d'argent, je veux ça. Non, je veux dire, tu ne travailles qu'avec des entrepreneurs ou des personnes si salariées qui veulent peut-être sortir de là? Moi, je travaille avec les deux. Mais ce dont je te parle, c'est un truc qui va souvent énormément parler aux salariés parce que quand tu évolues dans le salariat, c'est un cadre assez normé avec une hiérarchie, avec des process, tu vois, pour pouvoir évoluer. Et donc, forcément, ce côté du syndrome bon employé, ça parle énormément à des salariés, qu'ils soient cadres ou qu'ils soient managers ou experts métiers. C'est des réalités auxquelles ils ont tous à faire face. Donc c'est pas forcément des personnes qui veulent être entrepreneurs, c'est juste qu'ils veulent sortir de cette zone de pas confort, mais de ce schéma dont tu décrivais précédemment. Alors, parfois ça passe par travailler sur leur visibilité en interne, donc devenir un peu incontournable au sein de leur société. Mais parfois, ils s'aperçoivent dans le travail qu'on fait que ça se passera pas au sein de cette société-là. Parce que cette société-là ne reconnaîtra pas ses compétences. Au niveau de la direction, finalement, c'est verrouillé et en fait, ce qu'ils sont ne sera pas considéré comme il faut. Et donc, avec eux, on travaille soit sur le fait de trouver un autre environnement de travail qui va apprécier ses qualités, ses compétences et cette expérience, soit dans un certain cas, des fois, c'est que en fait, il faut qu'ils le créent eux-mêmes. Tu vois, un environnement aligné avec leurs valeurs. Parfois, la solution, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est pas toujours le cas, parce que moi, des fois, j'ai des salariés qui sont très contents. Est-ce qu'ils sont faits aussi pour l'entrepreneuriat? Exactement. Parfois, il y en a certains au Luxembourg, j'ai le cas, qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans l'insécurité de l'entrepreneuriat. Donc, ils me disent, bah voilà, en gros, moi, mon issue, c'est pas forcément de me lancer à mon compte, mais c'est de trouver un environnement professionnel où on apprécie ce que je suis et ce que j'ai à apporter. Et tu vois, le problème, c'est que souvent, tu vois, on a tendance à se dire, ok, le plus dur, c'est de trouver du taf. Et une fois que t'es dans ton boulot, c'est bon, t'es installé et t'as plus d'efforts à fournir. Et la réalité, c'est que quand tu fais ça, tu t'enfermes dans un certain confort. Oui, certes, mais la réalité, c'est que derrière ça, en dehors de tes collègues et ton manager direct, personne ne sait à quel point tu peux être bon, ce que tu vaux vraiment. Parce qu'ils ne l'expriment pas assez, tu penses Oui, parce qu'en fait, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai fait mon job, pourquoi je devrais réfléchir à être plus visible? Mon taf, c'est pas d'être visible. Mais moi... mais ils rentrent dans un cercle vicieux un peu aussi, ou pas forcément... qui, en tout cas, potentiellement, ils se tirent une balle dans le pied parce que, en fait, un truc qu'on nous dit pas, c'est que dans le milieu professionnel, on avance un peu dans un triptyque. Il y a le savoir-faire, donc c'est tes compétences, ton expertise, ton expérience, c'est ce pourquoi on t'embauche et tout.
Il y a le savoir-être qui compte aussi énormément, ta capacité en fait à travailler avec les gens, c'est ce qui va faire qu'on pense à toi, qu'on se dit ah bah tiens j'adore Ariane, dans le boulot c'est un mec droit machin. C'est une capacité je pense à avoir. C'est super important et ça c'est des choses qui s'apprennent un peu plus difficilement que le savoir-faire. Tu as une explication à ça, pourquoi? C'est quoi, c'est l'environnement dans lequel ils sont venus, l'aspect culturel quoi. Écoute, le savoir-être, ça vient de plein de choses. L'éducation, je pense. Exactement, de ton éducation, de tes influences, de comment tu te nourris au quotidien. Ce qui est le plus dur à changer en fait quand tu regardes. Je pense, moi en tout cas, qui ai déjà recruté des gens par le passé, j'étais très attentive au savoir-être parce que je reste convaincue que le savoir-faire, c'est un truc qui peut s'apprendre, se développer avec le temps et avec, moi je te rejoins. On va dire l'expérience. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de rigueur dans le travail, qui est dilettant, à qui tu peux pas faire confiance, qui arrive toujours en retard, qui, tu vois, est un peu négligent, quoi que ce soit, ou alors une personne qui a tendance à être, à parler, à gossiper, etc. Oui. Tu vois, pour moi, ça c'est des choses. Je serais beaucoup plus vigilante sur ces points-là que sur quelqu'un qui sait pas faire un truc dans un fichier. Tu vois. Parce que là, c'est encore facile. Tu peux l'apprendre plus facilement que le premier. Ok. Ouais. Intéressant. Donc savoir-faire. Savoir-être. Et le troisième dont on parle assez peu, c'est le faire savoir. En fait, c'est la capacité à être un ambassadeur de ton propre travail. Parce qu'on pense très souvent que, comme on sait faire le boulot, ça suffit. Et la réalité, c'est que si tu souhaites évoluer dans ta carrière, si à un moment donné, tu veux plus d'argent, plus d'opportunités, une promotion, je ne sais quoi, que ce soit en interne dans ta boîte où tu travailles, ou on va dire de manière plus globale, tu vois, sur le marché, par exemple, luxembourgeois, si personne ne sait qui tu es, ce que tu fais, dans quoi tu es bon, au final, le jour on va pas venir vers toi pour, personne le sait, quoi. Les opportunités ne viendront pas à toi. Et le problème, c'est que quand tu es en souffrance, ce qui arrive parfois dans certains jobs, c'est pas à cause des autres, c'est à cause de toi, parce que tu ne sais pas le montrer, quoi. Tu ne sais pas montrer. Alors, moi, souvent, je demande aux gens, et souvent, c'est, je ne sais pas comment faire. Parfois, c'est, j'ai peur de le faire et du regard des autres. Si je commence à prendre la parole, à vouloir m'imposer un peu plus, j'ai peur que les gens me jugent ou qu'ils me tournent le dos ou que ça puisse être délétère pour ma réputation, etc. Donc il y a aussi le regard qu'on pose sur soi et le regard que les autres posent sur nous qui peuvent nous freiner dans notre capacité à communiquer sur notre travail. Et en fait, c'est pour ça que je te dis que à un moment donné, ces gens-là, ils me rencontrent, on va dire, à une phase de leur vie, de leur carrière, où le regard qu'ils posent sur eux devient plus important. À tel point que là, ils sont prêts à agir. Parce que tu vois, il y a souvent passent de l'ombre à la lumière et puis ils ont envie où tu te dis, en fait, non. Je me rends compte que je vois des gens qui sont moins compétents que moi, moins méritants que moi, me passer devant. Trop, c'est trop. Je suis prêt à revoir ma manière de fonctionner parce que j'ai conscience qu'il y a un truc que je suis en train de louper. Alors que pourtant, je bosse bien, que j'ai toutes les raisons, tu vois, d'être valorisée, c'est pas le cas. Et donc, ce triptyque, il est super, super important. Et moi, je travaille souvent, c'est pour ça que je te dis aussi, mes clients, ils arrivent, ils ont une certaine expérience. Je remets jamais en question leur savoir-faire, mais je leur apprends à le valoriser parce que, en fait, la partie faire savoir, c'est aussi sélectionner parmi les choses que je sais faire, mes forces, qu'est-ce que je fais de manière singulière, mieux que les autres. Sortir du lot plus facilement. Donc, totalement. Okay. Et le savoir-être est aussi important dans cet aspect un peu stratégique, c'est le fait de se dire que quelque part, ton CV, c'est une partie, mais ta capacité à créer un bon réseau, des gens qui pensent à toi quand il y a une opportunité chouette qui pointe le bout de son nez, c'est tout aussi important que tu vois, de faire un beau CV avec des belles expériences. Parce que une grande partie des jobs et des opportunités, elles sont pas publiques. Et si tu veux pouvoir être le premier sur le coup, il faut que tu sois le top of mind dans la tête des gens, tu vois, que tu sois la première personne qui leur vienne à l'esprit quand ils cherchent. C'est comme dans plein de secteurs. Quand tu vas dans le limo, c'est tout ce qui est l'off market, tu vois, ce qui n'est pas visible en fait, qui est mis en avant. Donc, ok, super intéressant. Est-ce qu'on peut donner le nom de ce que tu fais? C'est vrai que j'ai pas demandé avant. C'est Nobody Stick Club, c'est ça? Yes. En fait, j'ai cassé. Il y a pas de drum roll là. Comment ça? Je le mettrai un peu. Ok. En fait, j'ai cassé ton suspense. Okay, on va le refaire. Ok, donc Nobody Stick Club, c'est ça? Oui. Pourquoi ce choix de nom? C'est marrant ça. Au Luxembourg, Nobody Stick Club. Ouais, c'est un petit peu décadent, non consensuel et c'est totalement assumé. Moi, j'ai longtemps été dans une approche de plaire, d'être lisse, de pas me griller. Ma réputation professionnelle, c'est un de mes assets les plus précieux. Et j'ai toujours eu à cœur de faire passer aussi mes clients en priorité, même avant que je sois entrepreneur. Quand j'étais salariée, ça fait partie de ton identité un peu. Absolument. Ça. Okay. Mais parce
qu'il y a un mais. Je pense que c'est important de garder ça parce que c'est aussi ce qui fait ma manière de travailler. Mais il y a une autre part en moi qui est beaucoup moins lisse, qui est aussi pleine d'aspérité. Il y a des choses peut-être moins glorieuses qui m'animent. Et pendant longtemps, j'en ai parlé et c'est pour ça que je me reconnais en mes clients et mes clients se reconnaissent aussi en moi. C'est que j'ai longtemps mis sous le tapis en fait ce désir de plus. Et tu sais, les désirs, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu ne désires pas ce que tu désires. Bien sûr. En fait, tu ne choisis pas ce que tu désires. C'est plus fort que toi quand tu regardes. Exactement. T'as beau des fois avoir des personnes qui sont issues d'une même famille, ils ont les mêmes conditions de départ. Il y en a un qui va désirer, par exemple, faire des choses grandioses dans sa vie, et un autre qui va se dire, moi, ma vie, c'est plutôt ma famille, des choses. Et en fait, aucun des deux n'a plus, on va dire, de valeur, mais c'est juste des désirs différents. Et moi, est-ce qu'on arrive à développer un désir? C'est vrai que là, je te coupe en plein milieu, mais moi, je pense pas. Je pense non, que tu penses pas? tu vois, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais tu vois, le fait que tu désires un homme ou une femme, que tu as une attraction. C'est pas calculé. C'est pas un truc que tu réfléchis, en fait. C'est très instinctif, c'est dans ton corps. Et moi, je pense que j'ai toujours désiré des choses grandes. Parce que je pense que si je le désire, c'est que... Alors, c'est pas vrai pour 100% de nos désirs, hein, parce qu'il y a des désirs sur lesquels il faut agir, d'autres peut-être où c'est préférable de ne pas le faire. Bien sûr. Mais dans mon cas, je pense que j'ai toujours été dans une espèce de tu vois, régulation en permanence, de me dire non, mais peut-être que je vise trop, peut-être que c'est trop grand, peut-être que je devrais déjà être contente avec ça. Et à un moment donné, tu sais, la vie, des fois, elle te renvoie des épisodes où ça fait mal en pleine face. Tu te prends un truc et tu te dis, quelle injustice, tu vois. Comme disait Sarko, quelle indignité, tu vois. Venant de Sarko, mais bon. Citation, autorité. Mais bon, voilà, quoi. Tu vois, il y a vraiment ce truc de se dire, ok, je le vis mal. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que si ça, c'est un truc récurrent que tu vis vraiment mal, comme une injustice, peut-être que tu dois les creuser. Et tu vois, dans un truc qui m'anime sur la prise de parole, sur les dynamiques de pouvoir. Pourquoi est-ce que j'enseigne ces choses-là à mes clients? Pourquoi est-ce que je travaille sur ces thématiques-là? L'incarnation, la posture. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai compris que quand tu deviens maître de ces différentes disciplines, la perception qu'ont les gens de toi, elle change. Et donc, ce qu'on disait ta avant, réalité, elle change. Tu as accès à plus de choses, tu as plus de pouvoir, plus d'influence. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je veux pas juste accompagner mes clients dans une prise de parole pour faire un pitch, parce que la plupart, ils viennent pas me chercher pour ça. Ils viennent me chercher parce qu'ils ont conscience que, en améliorant leur capacité à s'exprimer et à communiquer, ça leur permet d'obtenir plus ou mieux ou quelque chose. Ils ont conscience de ça, alors. Ceux qui viennent me voir souvent et ils se disent, peut-être que dans ma manière de parler actuellement, j'arrive pas à exprimer mon plein potentiel. Et donc moi, je me suis dit, pendant des années, j'ai réfréné un truc un peu grand que j'ai envie d'exprimer. On a voulu me maintenir à un niveau en me disant, en gros, reste à ta place. Tu peux pas aller plus loin. Sois pas trop ambitieuse. Ouais, un jour, on m'a déjà dit, dans une boîte que j'avais rejoint à l'époque dans les médias, on m'avait dit... parce que dans les premiers jours, je pense que j'avais dû dire que j'avais telle ambition, etc. Et à la fin, quand mon contrat s'est terminé, je me souviens de l'assistant de prod, il m'avait dit, tu sais, quand t'as dit que tu voulais être à l'antenne, etc., ça a beaucoup dérangé le producteur. Et donc, il s'est dit, mais elle se prend pour qui? Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu te remettre à ta place. Et je me suis dit, tiens, je savais pas que l'ambition, ça pouvait être quelque chose qui était vu comme une menace, tu vois. Parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose de noble. La peur de prendre sa place, peut-être. Exactement. Et bon, à l'époque, je te donne un exemple, j'étais vraiment toute jeune, début de la vingtaine, je vois pas à qui j'aurais pu faire peur. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement insécures que le moindre signe de confiance, d'assurance, ça va venir les terrasser dans le rien qu'ils ont, quoi. Donc, autant écraser l'autre et puis exactement. Puis moi, j'étais dans une position où il y avait un lien de subordination, donc en fait, j'ai aussi subi ça. Et c'est pour ça que je dis que tout ça, c'est aussi le terreau de nos Modesty Club. Ces moments d'injustice. Franchement, j'en ai à l'appel. Et justement, je pense que c'est aussi souvent le cas pour beaucoup d'entrepreneurs. Et moi, j'avais besoin d'un nom qui, en fait, toute cette, on va dire, noirceur que je mettais sous le tapis, j'avais besoin de la mettre en pleine lumière et de dire, tu sais quoi, mon business, ce sera exactement ça.
exactement toutes ces choses qu'on n'ose pas aborder, nos envies de grandeur, de pouvoir, de domination, de désir, tu vois, d'influence, etc. Et je vais le mettre comme ça sur un piédestal et je vais dire c'est ça mon business. Et donc j'ai choisi No Modesty Club parce que la modestie, évidemment, je n'ai rien contre la modestie, je le dis tout le temps un peu en disclaimer, mais c'est une qualité, mais qui peut devenir un défaut exactement, facilement. Je pense qu'il faut une dose de modestie dans plein de choses, dans nos rapports avec les autres, etc. Et en fonction des contextes, c'est vraiment bien d'être modeste. Mais tu vois, dans la sphère professionnelle, la modestie, elle implique une forme de diminution volontaire de ses compétences, de ses accomplissements. Parce que, d'une certaine manière, c'est ce qui est attendu. Il y a une forme d'injonction à la modestie parce qu'on se dit, tu vois, assez paradoxalement, on veut des gens qui ont confiance en eux, mais s'ils l'affirment trop, tu perds de ta modestie entre guillemets. Voilà, en fait, ça va nous déranger quelqu'un qui a une certaine confiance, une assurance. Alors, à tort ou à raison, parce que parfois, tu as des gens qui ont un melon comme ça, qui sont imbuvables. Profitent aussi de ça peut-être. Mais je pense que c'est pas la vraie confiance, ça, tu vois. Et d'un autre côté, quand tu as quelqu'un qui s'auto-flagelle, qui va dire énormément de choses négatives sur lui, on va presque trouver ça plus acceptable. Et donc, on va préférer la fausse modestie à la véritable confiance en soi. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours révoltée. Tu vois, je le vois gros comme, on va dire, le nez au milieu de la figure. Je me dis, ça me dérange. Et donc, j'ai envie de sortir des sentiers battus. Je veux pas faire une boîte, on va dire, d'accompagnement sur les sujets prise de parole, dynamique de pouvoir de plus, un peu... On va dire, surtout que c'est en plus à la mode pour l'instant, donc forcément tu voulais peut-être te sortir un peu. Ah non, moi je me suis dit, écoute, justement, tout ce que j'ai voulu cacher pendant longtemps, let's go mettre la lumière dessus, bien comme il faut, et affirmer ça, parce qu'en fait, la réalité c'est que dans le milieu professionnel, tu recherches pas quelqu'un de modeste, surtout si tu cherches à un haut niveau. C'est pour ça que ça c'est, on va dire, le secteur dans lequel moi j'évolue plus. Ce sont des personnes qui ont des grandes ambitions, qui évoluent, tu vois, dans des domaines qui sont intenses, stressants, principalement moi la finance ou la tech, où tu vois c'est très cadré, très normé, avec pas mal de niveaux hiérarchiques. Et donc en réalité c'est important pour ces gens-là, tu vois, de se dire ok, en fait il y a peut-être un autre chemin, autre chose qui est possible. Et limite, quand j'ai annoncé le nom de ma boîte, il y a des gens qui ont eu presque un truc un peu libérateur de se dire c'est cool de voir ça parce que c'est rare. Et limite, c'est presque comme une autorisation à pleinement accepter notre nature profonde quand ça, encore une fois, quand ça nous anime, parce que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont me dire, moi, écoute, ça me va très bien d'être discret au taf. Là, je pense qu'on peut avoir un joli débat. Pourquoi? Moi, j'estime. Après, c'est mon interprétation à moi. Moi, j'estime que les personnes comme ça, c'est des gens justement qui n'osent pas aller au-delà de leurs frontières, en fait, de leurs croyances limitantes, je pense. Moi, j'en suis persuadé. Tu penses que c'est des excuses c'est des excuses. L'air de dire ça me dérange pas. 100%. Ça me dérange pas, mais justement pour faire encore une fois bonne figure. Donc non, je ne veux pas montrer mes faiblesses. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est montrer ses ambitions, c'est aussi montrer ses faiblesses en cas d'échec. Exactement, c'est vrai. En fait, ce qui fait que les personnes se disent, écoute, je préfère me brider. Je montre pas mes ambitions, mais j'en suis sûr, elles sont profondes chez tout le monde. Je le dis pas publiquement non plus parce que comme ça, je me tape pas la honte et puis je serai pas déçue. Je fais genre, j'ai pas d'attente comme ça. C'est encore une fois la peur de l'échec pour moi. Tu vois, c'est montrer ses ambitions, c'est montrer aux autres, écoute, je vais tenter quelque chose, mais si ça foire, en fait, c'est un petit peu c'est comme le cadeau empoisonné qu'on a, tu vois. Ça marche, mais si ça foire, je pense que l'être humain, en règle générale, a beaucoup plus peur du jugement de l'autre en cas d'échec. Mais je suis persuadé que tout le monde a au fond de soi quelque chose ou une ambition plus grande que ce qu'elle a actuellement. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis encore dans le monde du salariat. Je peux te garantir que 90% des salariés n'aiment pas leur situation personnelle, voudraient avoir quelque chose de plus grand, mais n'osent pas. Parce qu'il y a cette peur de l'échec, de l'insécurité. Ils se disent, mais non, j'ai mon CDI, j'ai mes 40 heures. Donc, ça, c'est par rapport au Luxembourg. Donc, pourquoi passer de ça à une situation où je peux avoir plus que ça, mais c'est trop risqué? Alors qu'en fait, le risque n'est pas là. Il y a peut-être un petit risque, mais pour moi, voir les choses en grand, c'est prendre un risque aussi. Donc, forcément, je suis persuadé que tout le monde a ça en soi. Mais moi je suis persuadé de ça, tu vois. Mais tu vois, c'est pour ça que moi je parle pas spécialement à cette catégorie-là, parce que je pense que j'ai besoin d'avoir des gens qui sont prêts à prendre des actions. Et ce constat-là,
je dis pas que des gens qui sont dans cet état-là, un peu de déni, ne vont jamais devenir potentiellement des clients à moi, mais je me dis que peut-être que c'est à eux de cheminer de leur côté. Et c'est pas toi le propulseur. Voilà, moi, je suis pas là pour faire de l'évangélisation, tu vois. T'as jamais pensé à ça aussi? Intégrer ce service-là, peut-être? Ou tu estimes que c'est un autre travail complètement différent? Non, parce que je pense qu'il y a une énorme part personnelle de travail à faire et à fournir pour en arriver là. De la même manière que moi, je suis pas passée de salarié, on va dire, modèle, qui suit le système, qui croit dur comme fer à la méritocratie, à ce que je suis aujourd'hui. Je pense qu'il a fallu aussi... Personne n'a pu te motiver à le faire, il y avait que toi-même. Exactement. Ouais. Et donc, moi, je pense que parce que je fais du coaching et que le rôle du coach est important, mais le rôle du coach, il prend toute sa, comment dire, toute sa valeur si tu as face à toi quelqu'un qui a envie. Qui est réceptif, en fait. Ouais. Qui lui-même, et tu vois, je vais paraphraser un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Henri Comte-Sponville, mais qui dit il n'y a qu'une seule manière d'avoir envie, c'est d'agir. Et donc, je pense que dans ce que tu décris, il y a des gens qui ont envie d'avoir envie et qui n'ont pas véritablement envie d'agir. Et donc, mais moi, qu'est-ce qui fait d'après toi que ça bloque? C'est la question que je me pose. Il y a plein de raisons. Facteurs, ouais. Plein de raisons. Après, tu sais, c'est aussi une hygiène. Tu vois, par rapport au quotidien, qu'est-ce que tu consommes, qui tu fréquentes, qui sont tes inspirations. C'est sûr que si tu tournes en rond avec les mêmes... tu vois, t'es tout le temps enfermé dans un environnement où t'as des gens qui te disent non mais c'est bien, on reste là-dessus, on va pas plus grand, que tes inspirations sont 100% locales, que tu vas pas ça aussi te un peu donne pas envie ailleurs. d'aller chercher plus, quoi. Soit tu sais pas que ça existe, soit tu te freines aussi parce qu'en fait tu te rends compte que les gens autour de toi ils veulent pas aller chercher plus. Donc pourquoi toi tu sais, il y a aussi un côté très moi je le vois avec mes clients, quand tu veux aller vers autre chose, il y a comme une espèce de transition identitaire entre ce que tu as été jusqu'à présent qui n'a rien de problématique. C'est ce que je dis tout le temps à mes clients. Je dis ce que vous avez été jusqu'à présent, ce que vous avez fait, il n'y a pas de problème avec. Bien sûr. Ok. Donc vous n'êtes pas un problème. Il n'y a rien de mal, tu es comme tu es. Et puis oui. Et justement, souvent, les qualités qu'ils ont leur ont permis d'arriver là où ils en sont aujourd'hui. Mais ils sont à un stade de leur vie où leur désir il est plus grand que leur identité. Et en fait, ils sentent qu'il y a une forme de dissonance, tu vois, j'ai envie de plus grand, mais je m'en sens pas tout à fait capable, je sais pas quoi faire. Un etc. regard extérieur, toi par exemple. Ouais. Oui, mais tu vois, même avec moi, ce qui va être le plus dur, ça va être ce shift identitaire, parce qu'en fait, ça va être vécu intérieurement comme une trahison. Et ça, on le vit tous parce que parfois, tu vas essayer de sortir un peu de ta condition, tu vois, tout ce qui te ramène toujours vers ce que tu as connu. Et en fait, ça va être douloureux parce que même si tu es hyper motivé, qu'en ce moment, tu vois, tu suis des mecs qui t'inspirent ou des nanas qui te donnent envie de bouger et d'agir différemment, on va dire d'un point de vue purement neurologique, neurobiologique, en fait, on va dire le chemin dans notre tête qui est construit pour nous faire penser d'une certaine manière, il est toujours beaucoup plus costaud que ce que tu essayes de construire en parallèle dans cette nouvelle direction. Oui. Et donc, quand tu es confronté à des situations qui sont un peu challengeantes, souvent, c'est un peu panique à bord dans ta tête et tu te dis qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire. Et donc, on a souvent tendance à vouloir revenir un peu à nos schémas habituels parce que c'est les plus solides. C'est ceux qui sont le plus qu'on a le plus éprouvé. On connaît, donc exactement. C'est vrai. Donc moi, je dis tout le temps à mes clients, il y a un moment donné dans le process où vous allez avoir l'impression de vous trahir, de vous dire mais est-ce que j'ai pas rêvé trop grand? Est-ce que là, je suis pas en train de péter plus haut que mon cul, tu vois? Un peu comme le syndrome de l'imposteur, comme ce qu'on disait précédemment. Exactement. Parce qu'en fait, tout dans ta tête est en train de te dire que tu es en train de faire un truc qui nous ressemble pas. Mais c'est pas forcément se trahir, parce qu'en fait, je dis souvent, les qualités qui vous ont permis d'arriver là où vous êtes, c'est pas forcément celles qui vont vous permettre d'aller dans la direction vers les projets qui vous ambitionnent, etc., ou qui vous enthousiasment. Donc, il faut aussi être conscient de ça. Et généralement, tu vois, déjà, le fait de les prévenir en amont, ça les aide beaucoup parce qu'en fait, quand ils identifient ça chez eux, ils me disent, ah, tiens, Anissa, regarde, là, j'ai senti de la résistance en moi-même. J'ai senti que, tu vois, le fait de commencer à me mettre en avant, c'est pas forcément publiquement, je parle pas sur les réseaux, mais parfois, ne serait-ce qu'en entreprise, commencer à prendre la parole, à demander des points réguliers avec toi, N+1, pour commencer à dire, voilà ce que j'apporte, voilà mon impact et tout. Il y a un truc un peu de, c'est inconfortable, tu vois. Donc, en fait, tout dépend à quel point tu le veux, parce que c'est ce qui va te permettre de traverser ces shifts identitaires. Et tu vois,
Je pense que l'intensité, pour toi, l'intensité est importante. La volonté, le fait de plus le vouloir, ça va faciliter la transition. Hein, généralement, tu le veux vraiment quand tu es arrivé à un point de non-retour personnel. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, cette friction, cette déception. En fait, je pense que tant que l'inconfort, on va dire, du changement n'est pas supérieur au statu quo, en fait, les gens, ils agissent pas, ils changent pas. Parce qu'en fait, même si au fond, tu râles et ça te fait chier, comme tu disais, dans 90% des gens que tu connais, ils sont là. Il faut un gros ras-le-bol. En fait, il faut que le ras-le-bol, il soit plus insupportable que la situation, que du moins, il te pousse à agir, même si tu sais pas ce que tu vas avoir. Parce qu'en fait, c'est insoutenable ce que tu es en train de vivre et donc tu préfères aller vers ce que tu connais pas que de continuer avec ce que tu connais. Et tu vois, mais tu sais que j'ai l'impression que le ras-le-bol, il peut être énorme, je t'assure. Hein. En fait, tu te dis, mais il est là, quoi, tu vois. Mais non, il y a quand même la peur de passer à l'action et puis tu te dis, tu trouves ça dommage, quoi. C'est pour ça que ce que moi je propose, ça peut pas convenir à tout le monde. Parce que je pense que tout le monde n'est pas à un moment donné de son histoire et de son cheminement où il se dit, tiens, là, je suis prêt à aller face à mes propres résistances, je suis prêt à me trahir dans certains trucs que je pensais être mon identité, tu vois. Franchement, ça t'est arrivé de refuser des clients, de dire, écoute, là, je te dis texto, oui. Quand je sens que il y a pas cette part-là, je préfère ne pas m'engager. Déjà parce que moi j'ai envie de bosser avec des gens où j'ai le plaisir de travailler avec eux. Forcément. Donc c'est un critère important, mais je fais un boulot qui est humain et pour moi c'est la base du boulot, indispensable. De me dire mes clients, je les apprécie. Savoir que je vais les voir dans ma journée, ça m'illumine, tu vois. Si j'ai une personne où je me dis, tu vois, je traîne des pieds, où j'ai la boule au ventre, pour moi, non, parce que j'ai pas choisi cette voie-là pour avoir ce genre de situation. Mais aussi parce qu'à un moment donné, je me dis, en fait, tu peux me mentir à moi, par exemple, on fait un entretien, on se rencontre, etc. Mais t'arrives à sentir quand elle se ment elle-même, quoi. Mais si tu te mens à toi-même, alors là, c'est grave. Tu vois, et des fois, je sens. C'est dommage quand même quand tu restes. Alors, ils épousent entre guillemets ma promesse et ma proposition de valeur, c'est-à-dire que ils se disent bah ouais, je vais faire du coaching avec cette nana, c'est cette énergie que je veux, j'adore ce qu'elle dégage et tout, donc génial, moi je suis contente, mais j'ai appris à ne pas non plus être mais ils ne le font peut-être pas pour les bonnes raisons aussi, tu vois. Peut-être. En tout cas, moi j'ai appris à ne pas me faire piéger par mon propre ego en me disant il me flatte. Il a besoin de moi. Exactement. Dans ce que je suis. Et donc forcément, ça veut dire que faut qu'on travaille ensemble. À un moment donné, j'analyse aussi et je me dis ok, c'est quoi le projet de cette personne. Mais ça, c'est une grande qualité que tu as parce que c'est vrai que souvent l'ego passe par au-dessus parce que tu as besoin aussi. Il y a aussi le côté financier. Forcément, tu dis mais pourquoi pas. Mais en fait, si toi t'arrives si t'as mis cette barrière-là dès le départ en disant non, moi je travaille pour l'autre. Ouais. En fait, si tu as même un client si tu vois qu'il y a des mauvaises raisons de travailler avec, tu arrives même à refuser. Donc, j'arrive à refuser. Quelque chose qui est, et tu vois, c'est pas parce que je suis dans un confort financier qui fait que, tu vas pas accepter le premier venu, quoi. Je dirais non à de l'argent. Non, évidemment, je suis très, très ravie de recevoir de l'argent. Et je ne dis absolument pas non. Bien sûr. Si vous voulez faire des dons. D'ailleurs, on va mettre le mien avec s'il y a moyen. Mais tu vois, typiquement, génial. J'ai un état d'esprit qui est extrêmement tourné aussi sur, tu sais, ce qu'ils appellent le growth mindset. Tu vois, l'état d'abondance. En fait, moi, je connais mes capacités. Je sais que je suis pleine de ressources et je sais que même si à un moment donné je dis non à quelque chose, j'ai cette croyance profonde que je peux me refaire avec autre chose et que je peux me réaligner. C'est ça qui est Mais c'est pas donné à tout le monde quand tu regardes, Mais personne va croire en moi si moi je crois pas en moi, en fait. Et je pense que c'est ce qui nous reste de plus précieux quand t'as rien de base, c'est de se dire est-ce que toi tu crois en toi. Et moi c'est vrai que j'aime beaucoup tu vois, je m'intéresse pas mal aux athlètes, etc. Et ça c'est un point commun qu'ils ont, même ceux sur qui on n'aurait pas, on va dire misé une pièce à la base, c'est de se dire à la fin, en fait est-ce que toi tu crois en toi, parce que l'opinion publique elle ira toujours, tu vois, en ta faveur si d'un coup, si tout se passe bien, quoi. Voilà, exactement. Tout le monde te trouve génial, bah tout le monde, tu vois, va se dire mais c'est incroyable ce que tu fais, ce que tu dis, waouh, elle a dit les termes incroyables, etc. Et en fait, la réalité c'est que moi je suis
j'essaye en tout cas à mon humble niveau d'être hyper ancrée et de me dire, ne pas me laisser attraper en me disant bah tiens, j'attends que les autres me valident pour me donner moi de la valeur, mais je suis tombée, et je le dis vraiment en toute honnêteté, dans tous les pièges de ça en fait. Bien Pendant sûr, longtemps, comme tout le monde, moi je pense, ouais. je pensais qu'il fallait passer par cette validation d'abord des autres, et donc c'est peut-être ce qui aurait pu me faire par le passé accepter certains types de clients qui ne me correspondent pas. Et aujourd'hui, je crois que j'ai renversé la vapeur et je me dis, attends, non, en fait, j'ai besoin de cet alignement, j'ai besoin de ce plaisir aussi de travailler avec des gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes, quitte à ce qu'ils me disent, écoute Anissa, ouais, je préfère être utilisée comme un paillasson dans ma boîte, mais j'ai trop besoin de l'argent que je gagne tous les mois. Et donc, est-ce que tu peux m'aider pour qu'on se crée une porte de sortie? Mais pour l'instant, je peux pas tout. Et moi, je leur dis tout le temps, ne quittez pas tout. Hein. Ah non, 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 on n'est pas là pour partir, tu vois, claquer la porte de manière impulsive. Moi, j'apprends à mes clients à construire vraiment, à être stratégique, ce qu'on nous apprend pas toujours dans le business, tu vois. En fait, quand tu es entrepreneur, ça fait partie du truc. Mais quand tu es salarié, souvent, tu es là en mode, bah, comment ça, faut que je sois stratégique? Surtout, le passage du salarié à l'entrepreneuriat, c'est souvent un chemin qui est, je trouve qu'il prend plus de temps à faire, parce que surtout dans l'environnement dans lequel on est, c'est que tu peux vite tomber dans une prison dorée, tu vois. Tu gagnes, surtout avec les salaires, entre guillemets, dans plusieurs domaines. Tu dis, tu gagnes beaucoup, donc tu rentres dans le piège à te dire, mais écoute, est-ce que je suis prêt à quitter ça pour venir vers un autre? Mais moi, tu vois, je préfère quelqu'un qui me dit, je suis pas prêt à quitter ça. Ouais. J'ai une femme, j'ai des enfants. Elle est honnête avec elle-même, donc. Voilà. Mais par contre, j'apprécie cette honnêteté, cette profondeur de dire, ok, mais j'ai quand même envie de faire différemment. Alors viens, on réfléchit ensemble. Et ça, pas de souci. Parce que moi, mon objectif, c'est pas de changer. Mais tu sais aussi jauger après en fonction de la personne que tu as en face de toi. Ok. Tu vois, je ressens assez vite. Tu vois, tout à l'heure, j'ai ouvert par profondeur, mais c'est parce qu'en fait, mes clients le savent, et les gens avec qui je collabore en général, ou même que je rencontre qu'une seule fois, souvent, savent que je suis quelqu'un qui aime aller dans le fond des choses. Et je déteste les conversations en surface, c'est pas mon fort. Donc du coup, je suis quand même intense parce tu veux pas perdre ton temps, quoi, tout simplement. Oui, mais parce que j'en ai peu. Tu vois, donc je préfère être hyper intentionnelle en me disant, ok, ça c'est ma cam, ça c'est l'énergie qui me parle. Mais j'ai remarqué ça. Ouais, c'est vrai. T'as vu? Direct, on est rentré dedans. Déjà dans les messages, dans les appels, je dis, ok, elle sait ce qu'elle veut, ce qui est une bonne qualité, mais qui peut, pour des personnes qui sont fragiles ou qui se disent, qui ont peur de ça ou qui ne le sont pas elles-mêmes, en fait, ça peut tout de suite les mettre face à leurs propres difficultés et se dire, ah ouais, ok, elle est si sûre que ça d'elle, et donc moi, forcément, ça peut couper aussi la... Oui, mais c'est pour ça que je te dis, je pense que je suis pas pour tout le monde, et que c'est peut-être une bonne chose, en fait, parce que tu vois, tu cibles en fait, tu cibles indirectement aussi ton audience, ta clientèle, donc forcément. Je pense que je suis pour ceux qui se disent, tiens, ça me fait pas peur, et au contraire, j'ai besoin d'avoir ce niveau de présence et d'intensité, et du coup, bah moi, quand ils viennent à moi, ils sont déjà préparés. Là où tu vois, quand c'est stratégique ou c'est volontaire de ta part, ou c'est venu avec le temps automatiquement? C'est ce que je te disais tout à l'heure en off. Je pense que si tu veux être véritablement bon, il faut que tu sois dans ton entièreté. C'est là où les gens sont vraiment productifs, ou qui sont... c'est là où vraiment tu peux extraire... la vraie nature de la personne, tu veux dire? Oui, ton plein potentiel. Oui, plein potentiel. Tu sais, alors je parle nous en tant que femmes, très souvent on nous dit, si tu veux réussir, il faut soit mimer une énergie très masculine, donc un peu de la girl boss, qui tape dedans, ambitieuse, machin et compagnie, soit faut que tu sois cette femme douce, un peu la good girl, tu vois, qui est sympathique, qui est gentille, etc. Et en fait, moi, tout au long de ma vie et de ma carrière, j'ai toujours oscillé entre ces deux énergies-là, en me disant, bon, bah, si j'ai des ambitions, il faut peut-être que je bascule plutôt vers la girl boss, parce qu'en fait, sinon, si je suis une fille douce, et gentille, on va pas me prendre au sérieux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement con, même si c'est un conditionnement, et ce sont aussi des injonctions sociales qu'on vit et qu'on subit, nous, en tant que femmes, parce que en réalité, j'ai l'impression que là où je suis la meilleure, c'est quand je profite de ces deux énergies. À la fois cette part douce, qui est moi, c'est vrai, je suis quelqu'un qui, tu peux pas te trahir non plus. Voilà, oui, c'est sûr, je suis pas une nana hyper polarisante, hyper rentre dedans et compagnie. Je suis une nana aussi qui a un caractère, qui a de l'ambition, qui a un feu, etc. Mais je suis aussi les deux, en réalité. J'aime aussi ce côté, et d'ailleurs, je pense que c'est en étant les deux que je peux être bonne, parce que tu vois, la capacité, par exemple, à me mettre au service de mes clients. Là, je suis dans un podcast, je parle beaucoup, ça me demande une autre énergie où je sors un peu comme ça. Quand je suis avec des clients, je suis beaucoup plus
en réserve parce que c'est moi qui suis à leur écoute, c'est moi qui entends ce qu'ils disent, etc. Et donc je pense que c'est ce qu'ils attendent aussi, hein, d'avoir quelqu'un qui les écoute et qui les entend. Mais si tu es dans l'énergie de la girl boss, à quel moment je leur fais de la place à eux? À quel moment ils se sentent suffisamment en confiance avec moi pour se dire je pense que je peux me livrer à cette femme, je pense qu'elle a la douceur et l'accueil et la bienveillance. Et ces personnes-là ne le comprennent pas souvent. Tu vois, elles pensent que justement en étant comme ça, en fait, les interlocuteurs ne sont pas réceptifs à ce genre de. Et moi, tu vois, je me suis dit, et c'est d'ailleurs, la vie m'a prouvé le contraire, c'est que oui, statistiquement, ce que je dégage ou ce que je vais proposer ne va pas plaire à tout le monde. Mais en fait, les personnes à qui ça va plaire, ça va être un match parfait, en fait. Et le match parfait, c'est tellement. Tu cherches tellement plutôt mieux. l'intensité que la quantité. Oui, tu te dis, écoute, la qualité, ouais, la qualité toujours en premier lieu, parce que c'est ce qui permet de meilleures collaborations. Et mais c'est marrant parce que t'as eu tous ceux que j'ai pu pour l'instant interviewer, ils ont tous cette volonté de chercher la qualité plutôt que la quantité. Parce qu'en fait, ils estiment qu'il vaut mieux avoir une petite clientèle, mais ultra intense, où tu sais que tu vas vraiment changer la vie de quelqu'un, que plutôt la quantité, mais en fait, où tu te perds toi-même dans ton identité. Parce qu'on venait par rapport à ce que tu fais, donc. Tu sais, en plus, en particulier, parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère un peu du personal branding, où on dit, finalement, les gens n'achètent plus à des sociétés, ils achètent à des personnes. Et donc, l'individu. C'est ultra puissant quand même quand tu regardes le personal branding. Tu vois. Oui. Après, moi, je suis un petit peu critique vis-à-vis du personal branding parce que je trouve que la manière dont on veut nous le vendre là, on se parle en 2025-2026, c'est très marketé et en fait, on manque de substance. Et je vais revenir encore à mon mot, mais de profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit, ah bah tiens, faut devenir un peu faut avoir une marque personnelle et donc on se retrouve avec des gens qui prennent la parole et qui communiquent sur des choses. Mais quand tu regardes, est-ce qu'ils incarnent ce sur quoi ils communiquent? Est-ce que dans les faits, leur réputation est alignée avec leur présence? C'est souvent pas Parfois, il y a une vraie dissonance ou un gros delta, quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je parle pas trop de personal branding, mais j'ai l'impression que, en fait, aujourd'hui, le fait, dans ma communication, dans ma manière de m'exprimer publiquement, c'est important que j'incarne aussi les valeurs de mon business. Et c'est des valeurs qui sont aussi basées sur mes propres valeurs intrinsèques, évidemment. Mais tu fais un meilleur travail si les valeurs de ce que tu fais coordonnent, enfin, je pense, sont en corrélation avec tes propres valeurs. Mais tu vois, je pense que tout le monde a vécu ça dans ta carrière. Il y a plein de moments où tu essayes de te lister parce que tu veux fitter avec la boîte, l'environnement, les gens, tu essayes de plaire, tu vois, parce que tu te dis, c'est comme ça que je vais être acceptée. Ou alors des moments où tu te dis, peut-être qu'il faut que je taise mes ambitions parce que ça va déranger mon manager ou quoi que ce soit. Et en fait, je pense que c'est pas comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un chemin. Donc moi, je regrette pas d'être passée par ces étapes-là. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de m'affirmer et d'être beaucoup plus à l'aise. Mais je le dis tout le temps et j'aime être hyper transparente. Ça n'a pas été une évidence. C'est un chemin qui est long, que moi, je mets aussi en parallèle avec un propre cheminement personnel. Dedans, tu peux mettre aussi le travail que je fais sur moi, tu peux mettre de la thérapie avec un psychologue, tu peux mettre plein de choses qui sont aussi des briques essentielles dans ma construction. Parce que je pense que tout est lié. Si tu veux être un bon entrepreneur ou un bon professionnel, il y a aussi énormément de ton essence à toi, en fait, qui tu es. Bien sûr. Et je pense que le problème de beaucoup de professionnels, c'est qu'ils se posent pas vraiment de questions sur eux-mêmes. Ils réfrènent tout comme si, en fait, on pouvait faire, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça change un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, j'ai l'impression que ça change un peu, qu'il y a quand même cette volonté de vouloir se poser des questions, de se dire bon, écoute, est-ce que c'est peut-être moi qui suis le frein justement à l'épanouissement de mon équipe, à la productivité, etc. Mais c'est vrai que je rejoins un petit peu ce que tu dis. Hein. On rentre dans un piège où en fait, pour avoir, encore une fois, je prends l'exemple avec une personne avec laquelle j'ai fait un échange. Elle me disait elle-même en fait qu'elle se bridait. Je te le disais en off aussi, mais elle se bridait de peur de ne pas avoir à assumer son succès. Tu vois jusqu'où on va quand même. Tu vois. Mais là-dessus, je trouve que on n'en parle pas assez, mais moi aussi, j'ai eu la peur du succès. Ah, ok. Comment t'as fait pour passer au-delà de ça, de te dire, écoute, tant pis, hein, les gens aimeront ou n'aimeront pas, mais bon, je mérite le succès que je mérite, tu vois. C'est difficile parce que ça demande de nourrir aussi sa jauge d'estime de soi, qui pour moi a été pendant très longtemps. Pour toi, ça part de là, alors. Okay. En fait, je pense que comme l'estime de soi, c'est aussi la valeur qu'on s'attribue à soi. Est-ce qu'on se trouve digne de quelque chose? Est-ce qu'on se trouve légitime? Quand, à un moment donné, la perspective de réussir te fait peur,
c'est qu'en fait, t'as peur aussi de pas être à la hauteur des attentes des gens, t'as peur de pas être à la hauteur de tout ce que tu vas recevoir et te dire à un moment donné, on va peut-être penser que je suis une arnaque, qu'il y a des gens beaucoup plus méritants et en fait, je suis pas limite, bonne dans ce que je fais. Tu évites la réussite et le succès parce que tu as peur de ce que ça va venir réveiller en toi. Et donc, c'est un peu un mécanisme de défense. Et moi, pendant longtemps, j'avais peur que ça marche parce que au fond, j'avais peur des critiques aussi. Parce que forcément, plus tu es exposé, la réussite va aussi avec une forme d'exposition, même si tu peux avoir des réussites qui sont discrètes, hein, évidemment. Mais tu vois, d'une manière ou d'une autre, tu dois toujours t'exposer, te mettre un peu à risque quand tu veux pour réussir. attirer des opportunités aussi. Exactement. Et donc, tu te confrontes aussi potentiellement au jugement des autres, aux critiques. Moi, je l'ai vécu parce que aussi dans une vie parallèle, j'ai créé un écosystème, un média en fait. Où on parlera de ça aussi. Okay. On parlera de ça aussi. Je fais de la vulgarisation, Twitch, etc. Voilà. Ouais. Parce que vous vous souvenez le terme cérébral. Moi, je fais de la vulgarisation sur des sujets philosophiques et psychologiques. Il y avait aussi audacieuse. Ça, on va, ouais. Génial. C'est bien, ça nous sert un peu de fil rouge. Exactement. Mais tu vois, la partie cérébrale, moi, je suis arrivée... Excuse-moi de couper. Est-ce que être trop cérébral, c'est pas un peu, ça pose pas problème aussi? Si. Tu vois? Ah, mais oui, je pourrais t'en parler des heures aussi les inconvénients de ce côté très intellectualisé, très dans sa tête, etc. Comment ça a pu aussi me rendre à certains moments plus malheureuse, en fait, d'être beaucoup dans le mental, d'être dans ma tête. Pas assez dans l'action de tout, ouais. Voilà. Donc, Et souvent, je terminais mes streams, parce que je faisais des lives sur Twitch, je disais toujours, n'intellectualisez pas trop. Donc au final, je venais un petit peu contredire tout ce que j'avais raconté pendant tout un live, mais c'était aussi pour dire quelque part, ne prenez pas trop ça au sérieux, parce que la réalité, c'est que vivre, c'est aussi important, évidemment, quand on philosophe, au sens de se demander pourquoi, de s'interroger, ce que moi j'adore faire. C'est pas une forme de thérapie aussi pour toi-même? Le fait d'interroger les autres, tu t'interroges pas toi-même en même temps. C'est pour ça que ce que j'ai créé, ça s'appelle l'outrospection, parce que l'introspection, c'est la quête de réponses intérieures en soi. L'outrospection, c'est aussi le fait de trouver des réponses à travers le récit des autres, à travers l'expérience des autres et de se nourrir de ça. Mais c'est vrai que... Outrospection, c'est ça, hein? Ouais, outrospection. T'es encore actif dessus ou... Pour l'instant, pas trop, parce que j'ai plus de travail avec No Modesty Club. Et tu vois, c'est un peu un terrain... je pense que je peux y revenir comme ça, de temps en temps, de manière un peu... je t'en parlerai à la fin du podcast. J'ai un petit projet à te proposer, donc je pense que tu vas être plus actif sur Twitch peut-être. Ok. Mais en l'occurrence, tu vois, pour terminer là-dessus, moi je dis tout le temps, c'est oui, tu peux avoir une forme de thérapie, de meilleure connaissance de soi, et puis c'est aussi un petit peu de branlette, parce que en fait, là où il y a des gens qui adorent, comment dire, c'est une forme de masturbation intellectuelle, parce qu'en fait, c'est plaisant. Tu avais fait un post sur LinkedIn là-dessus, je crois. Oui, il y a longtemps, ouais. Pardon, je t'ai coupé. C'est plaisant, tu vois, d'avoir à réfléchir sans avoir à concrétiser. Et le danger, il est là, c'est qu'à un moment donné, à force d'être dans cette branlette intellectuelle, de théoriser des choses, de transposer ça et d'être uniquement dans la cérébrale, on passe à côté d'autres choses qui sont l'action, le vivre, etc. Et donc moi, je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai un peu mis en pause outrospection, c'est que j'avais besoin de rentrer un peu plus dans le faire et de... Pas trop dans la théorie, dans le fait de... Oui, mais je vois. Après, ça me nourrit toujours autant, tu vois. C'est pour ça que j'adore discuter avec toi. Je me prête très facilement et volontiers au débat parce que j'adore. Pour moi, c'est... On apprend de ça, en fait. C'est une forme d'apprentissage mutuel, donc forcément... Oui, il y a des gens, ça les fatigue. Et en soi, ça reste un peu intense. Mais moi, c'est un jeu. Tu vois, mon cerveau, il adore ça. Je dis, OK, il me dit ça. Mais ça, je pense qu'il faut avoir un certain caractère pour ça. Oui, peut-être. Mais tu vois, même d'être contredit. Parce que, typiquement, j'enseigne dans des écoles universitaires et j'enseigne un cours qui s'appelle pensée critique. Et donc, j'apprends à mes étudiants à penser aussi contre eux. Et donc, parfois, je leur appose des déclarations et ils me disent, mais on n'est pas d'accord. Et tu vois, moi, j'adore. Je dis, allez, vas-y, let's go, on y va. Et je me rends compte que c'est peut-être une des qualités les plus essentielles à développer pour les années à venir, pour la jeune génération, parce que j'ai l'impression que... Surtout, ça rejoint une question que j'avais tout à l'heure par rapport à... je sais pas, ça rejoint ce que tu dis, par rapport au monde qui est ultra connecté, tu vois, donc les jeunes qui sont sous les téléphones, etc. Est-ce qu'ils sont pas en décalage par rapport au réel aussi parfois? Aux attentes du marché. Ouais, aux attentes. Même pas aux attentes du marché, mais quand on parle, par exemple, par rapport à la prise de parole. Tu vois, le fait de parler en digital, moi, travailler dans une maison de jeunes, tu vois, je constate aussi qu'il y a une vraie problématique, c'est la communication
c'est le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un. Tu vois, t'as les signes non, enfin, t'as les signes non verbal, t'as plein de facteurs qui font dire en fait que ces personnes-là, ces jeunes-là, seront dans une vraie difficulté de pouvoir communiquer. Est-ce que toi, quelle est ton approche vis-à-vis de ça? Et comment tu arrives, toi, justement, à te différencier ou à leur donner les outils nécessaires pour pouvoir communiquer ou trouver ce qu'ils aiment faire, tout simplement. Donc, franchement, c'était déjà un enjeu avec les générations précédentes parce que je parle particulièrement pour la culture francophone. On est extrêmement porté sur l'écrit. Et donc, pendant des années, finalement, on n'a pas poussé les jeunes, les étudiants, les élèves à développer leur oralité. C'est un exercice qui fait très peur. On n'est pas connu pour être particulièrement bon, pour défendre, pour pitcher. Et donc, forcément, c'était déjà difficile avant. J'ai le sentiment qu'il y a un défi supplémentaire aujourd'hui. Tu peux y mettre l'hyperconnectivité, les écrans, le fait que les jeunes peut-être sont moins exposés à devoir créer du contact dans la vraie vie. Puis tu peux ajouter aussi l'IA qui en soi aujourd'hui facilite les choses et qui d'une certaine manière nous pousse encore moins, tu vois, à aller à la rencontre, tu vois, à casser un peu des schémas habituels. C'est des sujets sur lesquels tu bosses forcément quand tu vas intervenir ou... Moi, je vois ces changements comme des opportunités. En particulier, par exemple, l'IA, parce que j'avais fait un post il y a quelques temps sur LinkedIn à ce sujet où je disais que pour moi, c'est plutôt un bon signe pour l'éducation nationale parce qu'au final, là où pendant des années, ils n'ont pas mis en avant les oraux, bah, tu vois, moi, j'avais le cas de figure d'une école où j'intervenais, ils avaient peur que les étudiants utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs écrits. Et bah, mettez plus d'oral, en fait. Permettez à des étudiants de venir parler de ce qu'ils ont compris, évaluez-les aussi sur leur capacité à retranscrire, parce que ça, c'est un truc que l'IA peut pas faire pour toi. En fait. Oui, l'IA va pouvoir te générer un truc, mais moi, je peux rapidement savoir si tu comprends ce que tu es en train de me raconter, ou est-ce que tu ne fais que me réciter un truc que tu as généré par IA. Donc, en fait, pour moi, c'est une opportunité, et je pense que ceux qui sortiront leur épingle du jeu sont justement ceux qui ont compris que en fait tu peux te démarquer aujourd'hui assez facilement. En tout cas, je pense par exemple aux jeunes, ne serait-ce que si tu arrives à t'exprimer, à communiquer. En fait, ils auront un avantage par rapport aux autres s'ils savent le faire. Donc forcément, il faut les forcer. Mais tu vois, c'est pas facile et je confirme ton ressenti dans la mesure où parfois je sens des jeunes très confiants en apparence sur d'eux. Tu vois, c'est même ceux qui vont te faire une petite vanne devant la classe et compagnie. Et puis dès que tu les confrontes à prendre la parole devant tout le monde et venir un petit peu présenter quelque chose, ça change quoi. Ah ouais, là ça bégaye fort. Hein. Donc tu vois, je me dis toujours, bah au final. Pourtant, c'est ce genre de qualité-là qui va faire la différence. Parce que l'école, le but, pour moi, à mes yeux, c'est aussi de les préparer, même si c'est pas toujours le cas, aux réalités du marché du travail. Et nombreux sont les jeunes qui constatent aujourd'hui que ce qu'on leur a enseigné, la manière dont on les a formés, préparés, c'était pas vraiment un cadeau pour ce qui est attendu d'eux aujourd'hui dans le monde du travail. Et c'est vrai que moi, tu me demandais comment moi j'espère faire, bah, j'espère à mon humble niveau essayer de leur amener un petit peu de réalité, de piqûre de rappel, créer un contexte en tout cas où ils peuvent s'exprimer, même si c'est pas facile, même si c'est pas naturel, donc justement se sent bien, profiter. Il n'y a pas d'enjeu là, vous voyez, bien sûr. Vous n'allez pas rater un entretien si on fait une simulation, un jeu de rôle, etc. Prenez ça comme une opportunité de vous exercer, mais tu vois là encore, bah, t'en as pour qui ça sera... ils verront leur opportunité et d'autres qui peut-être vont snober ça pendant des années jusqu'à ce qu'ils se heurtent aux réalités et qu'ils se disent purée, mais en fait je sais même pas bien parler quoi. C'est plus important pour moi, j'estime. D'ailleurs, pour toi, c'est quoi une bonne prise de parole? C'est une bonne question. Tu vois, parce que est-ce que je peux avoir ta réponse avant de te donner la mienne? Oh, bien sûr. C'est quoi ton ressenti là-dessus? Je me permets de boire. Non, bien sûr. N'hésite pas à couper. J'ai pas de verre, donc je bois au boulot. T'inquiète. Pour moi, une bonne prise de parole, voilà. Ben, pour moi, ça a été jusqu'à très longtemps un challenge, tu vois. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est plutôt d'un point de vue personnel ou alors du parcours que j'ai, c'est qu'en fait, quand tu arrives à un stade ou quand tu arrives dans un pays qui est étranger, tu n'as pas vraiment le droit à la parole, tu vois. En fait, donc je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que depuis petit, on m'a inculqué, moi, enfin, en famille, sois discret. Sinon, il y a certaines répercussions. Donc, ce qui fait qu'en fait, je pense que ça a été inculqué, c'est dans l'éducation de se dire, écoute, reste discret, n'en dis pas trop, ne donne pas trop ton avis.
Sinon, on risque ça, donc forcément. Et en fait, là où j'ai compris que le fait de pouvoir prendre la parole intelligemment, d'une manière stratégique, ça pouvait t'amener sur un chemin plutôt productif ou sur un chemin qui peut t'amener vers d'autres horizons beaucoup plus lointains. Je me suis dit, ah ouais, en fait, une bonne prise de parole, c'est le fait de pouvoir dire ce qu'on pense, le dire d'une manière stratégique, authentique, mais sans brusquer l'autre, et surtout dans la posture. Pour moi, avoir une posture, parce que je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu sens quand des personnes rentrent dans une pièce, tu vois. C'est une forme d'aura aussi. Et moi, je pense que c'est des choses qui se travaillent, qui sont pour certains innées. Ça, c'est mon interprétation à moi du truc. Mais j'en suis quasiment certain que avoir une bonne prise de parole, c'est pouvoir travailler sur sa posture personnelle, professionnelle, sur la manière dont tu l'intonation de la voix, sur le visuel, c'est pouvoir regarder ton audience ou l'interlocuteur avec lequel tu es, et surtout pouvoir avoir de l'impact auprès de l'autre. Pour moi, avoir une bonne prise de parole, c'est le fait d'avoir eu de l'impact auprès de l'autre. Si tu n'as pas eu d'impact, pour moi, tu as foiré. Cool. C'est peut-être et en fait je le constate parce que depuis que j'ai fait ce changement-là, en fait je perçois que la personne face à moi écoute, entend ce que je dis, parce que tu as des signes non verbaux aussi, tu vois, quand l'autre, tu le sens. Ouais. Et en fait, tous ces facteurs-là font que pour moi une bonne prise de parole, c'est ça, c'est le fait d'être écouté, qui a un impact réel en fait. Et ouais, le mot principal, je pense, ça serait l'impact. Je suis contente que tu dises ça. Ok. Pourquoi tu dis que pour toi c'est l'inverse? Non, du tout. Okay. Du tout. Et je suis contente parce que déjà, je te rejoins. Je te rejoins sur le fait que prendre la parole, c'est reprendre son pouvoir. Là où toi, dans ton parcours, on t'a dit sois discret, fais pas de vagues, etc. Il y a peut-être des moments où quand on te dit ça, tu te limites parce qu'en fait, t'as peur et donc quand t'es dans cette situation-là, t'es pas en situation de pouvoir parce que au contraire. Pas du tout. Maintenant, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'une bonne prise de parole? Je te rejoins parce que c'est avant tout une connexion. C'est la capacité, en fait. Et moi, je suis assez obsédée par l'audience parce que je pense que très souvent, on se fait tout un pataquès de la prise de parole. Moi, ma présence, mon intonation, est-ce que j'ai été convaincante, etc. Et on se pose pas suffisamment la question de qui est-ce que j'ai en face de moi. Et tu vois, moi, c'est une erreur que je vois en permanence quand je travaille avec des professionnels. C'est qu'en fait, ils me disent, oui, je sais à qui je m'adresse. Et puis, on va dans le fond des choses et puis je leur dis, oui, mais si vous vous adressez à cette cible-là, c'est quoi ses préoccupations? Qu'est-ce qu'elle valorise? Qu'est-ce qui peut l'aider? Qu'est-ce qui peut la servir? Et là, tu te rends compte qu'en fait, il passe un peu à côté de ça parce que tout le monde est tellement dans sa tête et obsédé par lui-même. Mais c'est humain, tu vois. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis là. Parfois, quand on prend la parole, on a aussi cette posture de se dire, il faut que je fasse une bonne prise de parole, il faut que je sois bon, il faut que je donne bien mon texte, etc. Ce qui fait que parfois, tu as des gens qui sont plus obsédés par la perfection de bien dire que par la connexion avec les gens. Et je pense que tu vois, si tu remets la personne qui t'écoute au cœur de la prise de parole et que c'est elle la personne la plus importante dans la prise de parole, ça change la donne et ça change finalement le délivrable. Et donc pour moi, une bonne prise de parole... Elle devient plus réceptive à ce que tu dis aussi. Oui. Bon, forcément. Pour moi, la bonne prise de parole, comme tu disais, c'est un impact en fait. C'est, ok, j'ai une idée dans ma tête. Mon objectif, c'est de faire en sorte que de ma tête, elle passe à ta tête à toi. Et donc, l'efficacité de ma prise de parole, ça sera de faire en sorte que dans tout ce que je t'ai partagé, limite, mes idées deviennent les tiennes, en fait, que tu arrives à t'approprier ce que je suis en train de raconter. Bien sûr. Mais pour faire ça, il faut que j'ai qu'une seule obsession, c'est de te passer cette idée. Et tu vois, passer cette idée, ça va passer aussi par le fait, des fois, de faire de la curation. Il y a beaucoup de gens qui veulent dire énormément de choses dans leur prise de parole, ce qui fait qu'en fait, c'est noyé dans un flux. Et la personne qui t'écoute, c'est déjà assez... Une idée, c'est simple, mais c'est aussi complexe. Donc, pour pouvoir vraiment appréhender ce que tu es en train de me raconter, mieux vaut que tu m'en dises peu pour que vraiment j'arrive à comprendre. Et donc, n'hésite pas à développer une seule idée à fond. Comme ça, j'arrive à me dire, ok, je crois que j'ai exactement compris ce que tu veux dire. C'est super intéressant ce que tu dis. Pourquoi? Parce que justement, parfois, je parle pour moi, hein, j'ai l'impression que le fait de trop développer, tu perds la personne face à toi parce qu'elle n'est peut-être pas en capacité de pouvoir comprendre ce que tu veux dire aussi. Oui. J'ai l'impression aussi qu'avec le temps, justement, on perd souvent le fond. Oui. On est plus en surface. Donc, ça devient une conversation de comptoir, voilà. Et le problème, c'est que le fait de pouvoir développer davantage, en fait, tu vois que la personne face à toi n'est pas réceptive, donc tu te brides, tu coupes et tu vas, en fait, tu vas à l'essentiel, mais sans pour autant développer ce que tu penses réellement.
Et tu vois, je reviens un peu à la case départ, c'est-à-dire que si t'as pas bien calibré à qui tu t'adresses, quel est son degré de connaissance par rapport au sujet, dans quelle configuration. Mais c'est une forme d'intelligence qu'il faut avoir aussi, je pense. Tout le monde n'a pas cette capacité de. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose que qui est presque de l'ordre d'une méthode, en fait, ou en tout cas qui peut être ritualisé. Ouais, à 100%. Je pense pas. Alors évidemment, il y a une forme d'intelligence situationnelle où t'arrives très vite à capter les trucs et que tu te dis, OK, là, je sens que le gars, il a pas le time, je vais aller à l'essentiel, etc. Parfois, tout le monde n'a pas ça. Tu vois, moi, j'ai déjà été dans des événements de networking où t'as un mec qui te tient la jambe pendant 20 minutes. Mais il sait pas, tu vois. Et il sent pas il faut pas rentrer dans ce niveau de détail parce qu'on se connaît pas et tout. Et moi, je suis là, je cherche des regards complices. Est-ce que quelqu'un a l'aide? Et je connais personne, donc en fait, personne ne peut venir me secourir. Et tu vois, ça, bah oui, c'est vrai que c'est dommageable. Tu sais, je te parlais tout à l'heure du savoir-être. Il y a des gens qui n'ont pas cette conscience que, bah oui, en fait, il faut toujours être à l'écoute, même si c'est toi qui parles. Est-ce que la personne elle est réceptive à ce que je lui dis. Et si tu vois, il y a tu disais tout à l'heure les signes, alors tu as le verbal, tu as aussi le non-verbal, tu disais tout à l'heure les regards, mais tu as aussi des fois la direction des pieds, tu vois, des fois je prends un exemple, des gars qui viennent te parler, il y en a qui comprennent pas, tu vois, ils viennent te brancher. C'est et marrant. Et là, t'as tes pieds qui vont vers l'extérieur en mode, bon, bah, allez, je vais couper court. Et le gars, il est là, il tient la jambe et tu dis, bah, merde, non, en fait, je suis pas intéressée, ça se voit, ça se ressent. Ouais, mais est-ce que tout le monde a ces codes-là, tu vois? Ça, je suis d'accord avec toi que c'est plus de l'ordre un peu de cette intelligence situationnelle ou émotionnelle. Si tu es connecté aussi à tes propres émotions, tu es plus enclin à voir celles chez les autres. Oui. Mais pour la prise de parole, tout ce que moi je sais, c'est des choses qui peuvent s'enseigner, se transmettre, s'apprendre, notamment le fait de ritualiser un certain nombre de questions à se poser avant même d'écrire une seule ligne de ta prise de parole. C'est en fait ton obsession, ça doit être de bien connaître les gens à qui tu vas t'adresser en fait, et d'être tellement en fait, c'est plus important que tout, que même ce que tu vas raconter. Parce qu'en vrai, c'est ce qui va te permettre de dire la chose qui va soit résonner, soit avoir un impact et influencer, soit que la personne va pouvoir garder en tête à la fin. Tu vois, il y a plein de prises de parole, tu parles avec des gens, tu dis, qu'est-ce que si je devais retenir une phrase de cet échange, ce serait quoi? Et tu ne sais même pas. Et genre, il n'y a rien qui vient. C'est horrible. Mais tu vois, un échange, c'est encore un peu plus facile, mais je prends des présentations professionnelles. Je sais pas si des fois, tu as des gens t'as déjà eu assisté à des presses, des fois, avec un vieux PowerPoint, il y a 25 slides, même, c'est pas beaucoup, hein. Et t'es là, t'es en mode, t'as 8 bullet points. Ouais, c'est ça le problème. Il suffit juste de changer la manière, de savoir à qui on s'adresse. Ah oui. Et en fait, juste en changeant un petit truc là, tu vois que l'audience va écouter davantage. Donc forcément. Je te donne un bête exemple. J'ai un client que j'ai accompagné sur une prise de parole. Donc c'est un chef d'entreprise et il allait à une cérémonie de récompense. Il recevait un award en fait. Un award qui récompense la société qu'il dirige et notamment les salariés qui y travaillent. Tu vois, c'est en rapport avec. C'était une cérémonie un peu RH comme ça. Et donc lui, il est venu récupérer le prix et il a prévu une intervention. Et tu vois, hein, c'est un truc tout bête, hein, mais lui, il avait à cœur de remercier ses équipes. C'est ce qu'il m'a dit. Initialement, c'est le message. Je veux dire merci à mes équipes. Sans mes équipes, bah tout ça, c'est pas possible, etc. Et dans sa préparation initiale, quand lui, il a écrit un peu son intervention avant qu'on travaille ensemble, bah ça commençait par « je ». Et tu vois, moi, je lui ai dit, écoute, si tu t'adresses à tes équipes, si tu as envie de les mettre en lumière, peut-être que ça pourrait être intéressant de commencer par eux. Tu vois, que ta première phrase, ce soit pas un je. Et que comme ce un soit hook, en fait. Vous avez changé, je sais pas, le cours de l'histoire de cette entreprise, machin. Et en fait, tu vois, il m'a dit, ouais, purée, j'avais même pas. En fait, une fois que je lui ai dit, c'était évident. Mais c'est parce que. Tu vois, il était dans sa prise, il avait envie de tout dire, il avait envie de les remercier, évidemment. Encore une fois, peut-être une question d'ego aussi, peut-être. Alors, dans son cas, c'était vraiment maladroit. C'était pas je veux parler de moi, parce qu'il avait tellement envie de les remercier. Mais c'est juste que, tu vois, il avait manqué peut-être de cette hauteur de se dire, ah oui, comme c'est pour mes salariés, ben, il faut que je sois hyper, on va dire, focus là-dessus. Et que s'il y a un premier move, un premier mot, même dans le phrasé, il faut que ça soit à leur intention. Et donc, tu vois, c'est des petits détails, mais qui font que, tu vois, je le vois je donne des formations à des professionnels et très souvent, dans mes formations, on fait des exercices, on pratique et tout. Et parfois, bah, ils me présentent un truc et je leur dis, mais ça s'adressait à qui? Et ils me parlent de leur audience et je suis en mode, bah, est-ce que vous pensez que ça va servir l'audience, leur faire gagner du temps ou les valoriser, etc. Et ils me disent, bah, non, c'est vrai que peut-être ça, on peut l'enlever, tu vois. Et des fois, tu as ce truc de se dire, je veux prouver, je veux montrer que je sais, je veux montrer que j'en ai sous la, tu vois,
sous le capot, donc en fait, je vais en mettre beaucoup. Mais en fait, ça dessert, ça peut desservir comme servir. Mais j'avais une question qui était pour moi en tant que femme. Oui. Ça, c'est un grand débat, ça. Est-ce que par rapport à la prise de parole, est-ce que tu n'estimes pas, est-ce que vous n'êtes pas en tant que femme plutôt plus vite jugée qu'un homme qui parle en public, tout simplement. En fait, j'essaie de tourner la phrase comme je pouvais, mais c'est peut-être un ressenti que moi j'ai, que je peux percevoir, tu vois. Après, c'est toujours une question d'énergie pour moi. Quand une femme prend la parole, tu vois tout de suite que parfois, tu vois, je regarde des fois autour de la table, j'observe, je me dis, ah mais pourquoi? Qu'est-ce que tu observes? Ben, j'observe, tu vois, peut-être moins d'attention. On juge tout de suite. On se dit, ouais, mais est-ce qu'elle est vraiment capable? Est-ce que vraiment ce qu'elle raconte est à l'image de ce qu'elle est? Tu vois, on rentre dans un stéréotype qui dessert souvent la femme. Ouais. Je veux pas non plus faire le protecteur mais non, mais tu dis ce que tu observes. Je dis ce que j'observe. Ouais. Alors qu'en fait, je trouve pour moi que c'est quelque chose qui est problématique parce que parfois, à même niveau, au niveau de la prise de parole, je vais voir souvent moi plus loin que ce qui est dit, tu vois. Mais en tant que femme, est-ce que toi tu n'estimes pas que on t'écoute moins, tout simplement, on t'entend moins, ou que tes capacités ne sont pas valorisées autant qu'un homme? Si on mettait par exemple un homme à la tête de Nobody Stick Club, est-ce que tu penses qu'il y aurait une différence au niveau de pas de la qualité, au niveau de la quantité de travail, au niveau de la crédibilité de ce que tu fais? Est-ce que tu n'estimes pas qu'en tant que femme, tu es vue peut-être, tu es moins valorisée qu'un homme qui parle? Alors, ou pas forcément? Non, je pense qu'on va enfoncer des portes ouvertes. En tant que femme, tu dois toujours prouver 2 fois plus. Tu dois toujours défendre bec et ongle ta légitimité, tes compétences. Tu as pu percevoir ça au fil des années? Oui, à tous les niveaux. Et plus tu montes, et plus tu es ambitieux, et plus tu montes, et plus tu vas sentir les limites. C'est ce que je te disais tout à l'heure, un peu le fait d'être coincé entre la good girl et la girl boss. C'est qu'en fait, à un moment donné, la good girl va t'ouvrir certaines portes, on va t'adorer, on va te trouver super, etc. Et donc là, on va te valoriser. Oh, mais t'es super, qu'est-ce qu'on ferait sans toi, etc. Et dès que tu vas vouloir aller dépasser les frontières, voilà, monter, être au même table que certains hommes, là on va te trouver casse-couille en fait. Là on va te trouver beaucoup moins sympathique et on va être beaucoup plus exigeant avec toi. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai énormément d'admiration pour les femmes aussi qui sont à certains niveaux, parce que c'est 2 fois plus dur dans la mesure où en fait tu es à la fois en concurrence avec les hommes pour les mêmes choses, mais tu es aussi en concurrence avec les femmes, parce que tu as tellement moins de place qu'en fait, on te fait, tu sais, c'est un peu comme Koh-Lanta. On rentre dans un cercle vicieux pour moi. Il n'en restera qu'une. Oui, voilà. Tu te dis, ok, alors si on n'est pas nombreuses, il peut pas y avoir de la place pour tout le monde. Donc en fait, même les femmes sont aussi dures vis-à-vis des autres femmes qui prennent la parole. Et quand on dit dur, c'est à la fois sur ce que tu dis, mais c'est aussi sur ce que tu es. Et j'ai tombé sur une citation qui disait que la société était obsédée par ce que les hommes font et parce que les femmes sont. Et tu vois, c'est 2, on va dire, directions très différentes. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'homme, tu peux être un connard fini, mais si dans les faits, ce que tu fais, c'est valorisé, que tu as un bon job, etc., même si tu es une ordure, les gens se diront « Ouais, mais quand même, il a fait ci », ou on le voit dans plein d'industries, etc. En revanche, tu peux être une femme qui fait énormément, qui mène tout de front, mais si, à un moment donné, moralement, tu as le malheur d'avoir répondu sèchement ou d'avoir fait quelque chose. On va s'attarder plus sur la forme. On va te regarder pour ce que tu es et pas pour ce que tu fais. Et ça, c'est, on va dire, un déséquilibre qui est là par essence. Maintenant, moi, je suis pas, on va dire, une fervente du déterminisme social ou de genre. En fait, je pense que évidemment, on n'est pas aidé. Tu vois, c'est comme si, quand tu étais un homme, tu parles toujours sous speaker. En tout cas, tu as un mégaphone qui te permet de donner à ta parole un retentissement plus important. Et que quand tu es une femme, tu parles du fin fond de la salle. C'est le ressenti tu dois pousser un peu plus. Mais je pense que c'est aussi beaucoup une question de comment toi tu te perçois. On revient à notre discussion de tout à l'heure. Moi, j'ai décidé qu'être une femme ne me fermerait aucune porte. Qu'être une femme ne m'empêcherait pas d'arriver aux tables, d'arriver dans les boards. Ça ne t'a pas freiné, quoi?
Non, mais c'est aussi, je veux dire, il y a des signaux des fois qui veulent te renvoyer à ta place. Moi, j'ai déjà eu le cas de figure dans des directions, même au Luxembourg, etc., où tu vois, on me fait comprendre, vas-y l'assistante, tu vois, book mes rendez-vous, je ne sais quoi. Et en fait, je pense que. Tu penses que ça a changé ça? Non, non. C'est vrai? Pas une seconde, absolument pas. Là-dessus, je suis un peu. Je suis pas fataliste parce que je sens que ça évolue avec les nouvelles générations, mais par contre, aujourd'hui, si tu regardes en l'état qui est au pouvoir, qui est dans les gouvernances des grosses boîtes à Luxembourg, à Paris ou même à l'international, c'est un peu les mêmes catégories d'hommes qui se font, qui se soutiennent entre eux, qui s'avantagent les uns les autres. Il y a quand même pas beaucoup de place, ne serait-ce que pour des personnes comme moi, tu vois. J'aurais une question, je pense, après, qui risque d'être... Attends, j'en profite juste, Anissa, pour regarder les deux, excuse-moi. T'inquiète. Parce que je t'avais dit, je vais juste regarder. Ah, c'est bon? Non, je voulais juste regarder pour être sûr que tous les deux soient. Oui, donc je disais, tu vas me répondre le plus honnêtement possible. Ouais, on est là pour ça. Est-ce que ça vient pas du fait que on est dans une croyance sociétale qui fait qu'une femme est plus émotionnelle qu'un homme? Est-ce que tu es d'accord déjà avec ça ou pas du tout? Moi, je pense que, en fait... et qui se retranscrit dans la prise de parole. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est toujours... Mais va au bout de ton propos. Pourquoi le fait d'être émotionnel pourrait être un inconvénient? Le fait de montrer à l'autre... mais pour moi, je parle du... Enfin, c'est une croyance que j'ai. Hein. C'est montrer trop ses émotions, c'est aussi montrer ses faiblesses. Je ne dis pas que tout le monde est réceptif à ça, qu'il a cette forme de bienveillance, tu vois. Moi, j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, ce qui nous manque dans la société, c'est cette bienveillance. Donc, est-ce que je prends le choix de montrer mes faiblesses et de me dire, écoute, je suis comme je suis, ou je me bride, mais dans un autre sens, je peux avancer plus rapidement dans ma carrière. Ok. Tu vois? Et dans la prise de parole, je trouve que, ça c'est encore une fois pour moi, quand je dis qu'il faut avoir de l'impact, c'est retirer le côté un petit peu émotionnel. Bon, on est toujours un petit peu émotionnel quand on prend la parole, mais le fait de retirer cette émotion, tu toucherais à plus de monde. Ok. Tu vois? Je suis obligée de t'arrêter là parce non, que j'ai oublié de répondre. Bien sûr, vas-y. Mais donc le fait qu'on assimile l'émotion à la femme, c'est ça que je veux dire. Ouais. Est-ce que ça ne les dessert pas, ou alors justement, parce que ça revient encore une fois par rapport à ce que tu as pris l'explication de la femme qui veut être forte, donc le côté inverse de la femme qui est douce. Ouais. Est-ce que ça ne dessert pas les femmes elles-mêmes? Tu sais quoi, je pense que ça dessert tout le monde, y compris les hommes les premiers. Ben voilà, parce que je pense que les hommes, pendant des années, on les a invités à se couper de leur part émotionnelle parce qu'on leur a dit c'est pas digne d'un homme, il faut être dans le faire. Et donc les hommes sont aussi victimes de ces injonctions. Tu vois, là où on va dire à une femme, on va accepter plus volontiers d'une femme qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse parler de ses émotions. Un homme, lui, on va moins vouloir qu'il puisse être triste, qu'il puisse pleurer, etc. Et les femmes, on va leur refuser en revanche des émotions plus fortes, comme la colère. On va dire, mais pourquoi elle se met en colère? Calme-toi, détends-toi. Donc c'est en fonction de l'émotion, tu veux dire, tu différencies les émotions. Je pense que les hommes, ça les dessert parce qu'en fait, ils peuvent pas exprimer d'autres émotions, et les femmes, ça les dessert aussi parce qu'il y a d'autres choses que si elles expriment, elles sont tout de suite taxées d'hystérie. Mais au niveau de la jauge, tu penses que ça desservirait plus à la femme ou à l'homme par rapport à... Actuellement, on a quand même des centaines d'années de retard en tant que femme. Donc en soi, aujourd'hui, le déséquilibre, il est à l'inconvénient, ou en tout cas au désavantage des femmes quoi qu'il arrive. D'accord. Mais ce que je dis simplement, c'est que les hommes aussi sont victimes de ça, parce que en fait, ça les coupe de quelque chose qui pourrait aussi les rendre meilleurs, parce qu'ils ne sont pas que ce côté droit. Et moi, je le vois, je travaille énormément avec des dirigeants qui sont sur des postes à responsabilité, et tu vois en fait chez eux, et c'est pas uniquement ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils dégagent. Il y a une part aussi de, tu sens que en fait ils sont à ça des fois de vivrier en fait. Tu vois, en apparence tout a l'air bien sous contrôle, mais tu vois, une fois que tu rentres un peu dans la profondeur, tu t'aperçois qu'il leur faudrait pas grand chose pour exploser dans un sens comme dans l'autre, d'être complètement en fait, de faire fi de toutes les règles et de se comporter plus comme des animaux, mais parce que en fait il y a une telle injonction aussi à la maîtrise, au contrôle, que ça les dessert aussi. Maintenant, pour les femmes, je pense que je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur le fait que on va avoir un impact si on est moins dans l'émotionnel, parce que en fait, si tu regardes, c'est pas moi qui le dis, mais les neurosciences elles-mêmes l'ont démontré. Ce qui va faire que quelque chose a de l'impact, c'est la capacité à générer des émotions en toi. Qu'on le veuille ou non,
même si on aime se raconter, tu sais, le fameux mythe de l'homo economicus, cet homme rationnel, tu vois, qui prend que des décisions sur la raison, sur la logique. En fait, on est des êtres émotionnels et on met sur nos décisions émotionnelles une couche de rationnel. Mais avant tout, on est des êtres émotionnels. Et donc, si tu veux véritablement influencer quelqu'un, c'est pas avec des faits bruts et de la data que tu vas le faire. C'est avec de l'émotion que tu dégages. En générant de l'émotion. Tu vois, sinon, ce que je dis souvent à mes étudiants à cours, tu vois, on dormirait plus de 8 heures par nuit, on ferait du sport, on fumerait pas. En fait, si l'information brute en tant que telle suffisait à nous convaincre pour agir différemment, ça se saurait. Donc, ce qui vraiment va influencer nos comportements, c'est les émotions. Donc, en fait, c'est là où on a tous notre épingle du jeu à tirer, dans le fait de plus voir les émotions comme quelque chose qu'il faut réfréner et mettre, on va dire, sous couvert, et plutôt en se disant, en fait, les émotions, ça peut être un carburant. Et si j'arrive, moi, à être, tu vois, pleinement accueillir les émotions, toutes les émotions qui me traversent, ça va énormément servir ma prise de parole, ma capacité à raconter des choses qui vont générer des émotions chez toi. Si moi, je suis habitée de zéro émotion, comment il peut se passer quelque chose chez toi? En fait, c'est parce que moi, je vis des choses, que derrière, je me sers de ça pour te faire voyager avec moi dans ce que je raconte, que toi, tu vas vivre quelque chose en retour. C'est pour ça que le storytelling, c'est aussi puissant. L'art de raconter des histoires, que c'est extrêmement utilisé en publicité, en politique et un petit peu partout maintenant. Ça en devient même un métier, en fait. Il y a même des personnes qui travaillent là-dessus. Parce que maintenant, on a compris, évidemment, que les histoires, elles permettent de faire passer des messages. Tu vois, d'ailleurs, depuis notre plus jeune âge, peut-être qu'on t'a lu des histoires, peut-être que tu lis des histoires, tu vois, à tes enfants. En fait, l'idée, c'est de se dire, les histoires, au-delà de créer un moment un peu d'intimité, généralement, elles passent des valeurs, des avertissements, des choses comme ça. Et en fait, plutôt que de donner ça sous liste d'instructions, le fait de raconter une histoire, c'est puissant. Et en fait, pour moi, les hommes comme les femmes ont tout intérêt à utiliser les émotions au service de leur message, parce que c'est ça qui va véritablement influencer les gens. Donc, je pense que ceux qui pensent qu'il faut toujours être en maîtrise, en contrôle, tu vois, dur, affirmé, et que c'est ça qui va faire que tu as de l'impact, la réalité, c'est que c'est pas vrai. Et je pense que d'ailleurs, moi, en plus, comme aujourd'hui, je travaille beaucoup sur l'aspect dynamique de pouvoir. Je parle de sujets qui sont hyper tabous, tu vois, notamment en entreprise. Je parle de désir, je parle de domination, je parle, tu vois, de manipulation, de plein de choses qui sont assez sulfureuses et tabous. Mais tout est orienté, en fait, vers les émotions quand tu regardes. Ouais. Quasiment tout, quoi. Mais je pense que tu vois, justement, le fait de l'accepter et de se dire, ah ouais, en fait, je suis pas mieux que les autres, je suis pas au-dessus des autres, je suis un humain rempli de, aussi d'aspérité, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est là où, pour moi, tu deviens puissant. Et d'ailleurs, je voulais te dire un truc, il faut que ça me revienne. T'inquiète. À un moment donné, tu as dit un truc et je voulais vraiment réagir. J'avais dit par rapport est-ce que aux émotions, donc une femme est plus émotive. Bon, ça c'est la caricature qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Le fait qu'une femme est plus émotive, est-ce que ça ne la dessert pas? Est-ce qu'elle ne va pas je vais peut-être brusquer en te disant ça. Est-ce que ça n'est pas contre nature parfois? Est-ce que la société veut faire dégager le fait qu'une femme c'est plus émotionnel, un homme est rationnel? Mais ça, tu vois, je crois pas que ce soit une question de genre, même si c'est ce qu'on a voulu apposer à travers ces émotions-là. En tout cas, dire que les femmes, c'est l'incarnation de ça. Je pense qu'en fait, on est une dualité des polarités en permanence. Par contre, c'est à quel moment, en fait, quand tu acceptes de voir ces deux aspects-là, c'est là où pour moi, tu t'approches de la vérité. Quand tu considères que ça, c'est pas digne de toi ou que c'est pas digne d'un homme ou machin, en fait, tu te prives d'une part qui pourrait amener énormément de pouvoir à ce que tu as apporté. Et du coup, pour moi, c'est là où on voit que c'est pas moi, solide. Je te rejoins dans ce que tu dis. Donc c'est et je pense qu'on a tous ces deux entre guillemets, ces deux polarités. Tu as dit, je pense que c'est intéressant. Et ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on est comme ça à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis souvent en prise de parole, même aux jeunes avec lesquels je bosse, il faut pas avoir honte de bégayer, il faut pas avoir honte de rougir, il faut pas attirer cela, parce qu'en fait souvent les personnes avant de prendre la prise de parole, ils savent déjà qu'ils vont rougir, donc en se levant ils rougissent. Mais je me dis non, n'y pense pas, ne pense pas, vas-y, parle en public et puis tu n'as rien à perdre. Oui.
Et tu vois, c'est parce que souvent, on est très coincé dans notre tête. On se dit, est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais rougir et tout? Et en fait, c'est une question qui devrait nous obséder. C'est comment je vais arriver à créer le lien avec la personne qui m'écoute? Elle me donne du temps, de l'attention. C'est parmi les ressources les plus précieuses par les temps qui courent. Oui. Donc, comment je peux faire en sorte que ce moment-là, ce soit un moment d'intensité où elle sente que je suis là pour elle, pour servir, etc. Et en fait, pour moi, ça n'enlève pas le fait que tu vas certainement rencontrer du stress. C'est toujours un peu impressionnant. Il y a toujours, ça fait partie aussi. Mais c'est le fait de te dire, en fait, si je décide que c'est pas un problème, c'est pas un problème, en fait. Ok, je suis stressée, ouais, j'ai bafouillé, ouais, j'ai pas bien dit mon intro, mais la réalité, souvent, c'est ce que je dis à mes clients, à part vous, personne ne sait ce que vous êtes supposé dire. Donc, en fait, si ça vous arrive, vous prenez les pieds dans le tapis, n'en faites pas un drame, continuez, pardonnez-vous rapidement, passez à la suite, parce qu'en fait, si vous êtes là, théâtralisé, oh là là, je dis n'importe quoi, pardon, machin, etc., bah forcément, vous attirez l'œil là-dessus, et donc, ce que vous dites n'est plus intéressant. Ce qu'on va se concentrer, c'est, ah, il n'était pas préparé, ou je trouvais pas carré dans ce qu'elle faisait, etc. C'est quoi d'ailleurs les plus gros blocages que tu peux observer avec les personnes avec qui tu bosses? Ça dépend sur quel volet. Forcément psychologique, je dirais. Sur quel blocage? En fait, tu vois, des fois, sur la prise de parole, typiquement, on pense que la problématique, elle est technique. Ah, j'ai du mal à prendre la parole, peut-être qu'il me faut des techniques, il me faut des choses. Mais en fait, une grosse part du travail, c'est vraiment sur l'aspect plutôt psychologique, identitaire. En fait, c'est... Tu vois, moi, je peux t'apprendre autant de techniques que tu veux en prise de parole, mais s'il y a une part de toi qui s'autorise pas à prendre la parole, à être vue, etc., en fait, chasse le naturel et revient au galop. Il y a de grandes chances que, de nouveau, quand tu es face à une situation comme ça, tu te dises, oh, qui je suis pour prendre la parole. Tu vas reproduire, en fait. Ouais. Exactement. Donc, en fait, une grosse partie du travail, c'est aussi de mettre la lumière sur pourquoi est-ce qu'actuellement, tu n'es pas là où tu aimerais être. Qu'est-ce qui, dans ton système, dans ton fonctionnement... Tu arrives à le percevoir, ça, à le détecter tout de suite? Tout de suite, non. On le fait, ça fait partie vraiment du travail de coaching. On va dire, c'est parmi... on va dire dès le début, moi je travaille beaucoup là-dessus avec du questionnement, parce que mon travail c'est d'être un peu, on va dire une machine aussi aux questions. Tu vois, je dois trouver les questions qui aident à réfléchir, qui font avancer, qui confrontent aussi par moments. Et je pense que tu vois, tu as des réponses de qualité, et tu le vois avec le podcast. Si toi-même tu te remets en question beaucoup sur ta manière d'interroger l'autre. En fait, si tes questions elles restent en surface, tu auras des réponses en surface. C'est ça qui est intéressant dans l'exercice, c'est que je tente même moi à mon humble niveau, tu vois, de trouver les questions qui sont les plus percutantes pour toi en fait, et pour moi également. De me dire, écoute, qu'est-ce que je peux apprendre à travers la question, et pas juste poser pour la poser. Mais tu vois, c'est un acte de générosité de part et d'autre. Parce qu'en réalité, si tu te retrouves face à des interlocuteurs qui ne donnent pas, même si toi, tu veux aller dans le fond des choses et que tu creuses et tu veux aller un peu plus loin, si tu as face à toi quelqu'un qui ne veut pas donner, en fait, même si toi, tu poses de super bonnes questions, bah, ça peut tomber un peu à plat. Donc, je pense que c'est un peu comme une danse. Tu vois, c'est là où tu sais que tu as des interactions de qualité. C'est quand tu as des interlocuteurs qui même donnent au-delà de ce que tu avais imaginé. Et moi, c'est pour ça que je te parlais aussi de ce côté un peu... exclusif de ce que moi je propose, qui est pas pour tout le monde, parce qu'en fait, je pense que cette espèce de danse, de ping-pong intellectuel, il faut être consentant tous les deux. Si tu as l'impression de tirer les verres du nez de la personne et qu'elle est pas pleinement, tu vois, dans l'envie de donner, bah, en fait, t'apportes pas de valeur ajoutée, parce qu'en fait, t'es là, t'as l'impression de tirer le truc. De forcer la chose, quoi. Exactement. Donc, je pense que si tu veux des échanges de qualité, il faut aussi des interlocuteurs de qualité quand même. Exactement. Je regarde juste l'heure pour toi. Et quelle heure? 17h07. Ok, bah faut qu'on aille vers la fin alors. Ouais, ok, je pense qu'on va aller vers la fin. J'avais juste par rapport à Twitch. Pourquoi tu as créé cette chaîne-là? C'est marrant ça. Ça sort d'où, tu sais, dans ce parcours? Ouais, mais c'est vrai. Pourquoi ce choix d'être présente sur Twitch? Moi, j'ai eu un parcours un peu corporate classique, bien que au tout début de ma carrière, j'ai travaillé dans les médias. Parce que donc ça rejoint, j'ai toujours eu envie de bosser à la radio. Et ça m'a toujours passionnée. Je suis de ceux qui... Encore à l'heure d'aujourd'hui? Non. Non, moi, ok. Mais quand j'étais adolescente, la radio, ça a été un compagnon. C'est-à-dire que j'écoutais énormément les libres antennes. Je me couchais avec la radio à côté de moi. Je me dis ça. C'est vrai? Je pense que j'étais un peu seule et du coup, ça m'accompagnait. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, mon futur, c'est ça. C'est marrant, et puis... j'ai réalisé que au-delà de l'amour que j'avais, ce genre d'environnement de médias parisiens, ça me correspondait pas. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait un choix, mais ça a été de me choisir moi et de me dire, je suis pas prête à tout pour réussir en fait. Je suis ambitieuse, mais je suis pas arriviste. Je suis pas prête à tourner le dos à mes valeurs pour espérer un jour gratter 5 minutes d'antenne, quoi.
Donc j'ai une grosse remise en question à partir de ce moment-là et presque je me suis dit peut-être que je me suis trompée. Et donc pendant des années, toute la partie un peu audio, vidéo, mise en scène, c'était très éloigné de mon quotidien. J'ai travaillé tout d'abord dans un incubateur de start-up, j'accompagnais des porteurs de projets sur leur pitch, puis après j'ai rejoint des start-up où j'ai découvert un métier qui est le métier du UX-designer, qui est un métier qui pour moi combinait deux disciplines que j'aime beaucoup, la psychologie et la technologie. Et en fait, tu sais, mon obsession de l'audience, du client, elle vient aussi de ce métier, parce que c'est un métier qui est pensé pour défendre un peu les intérêts de ceux qui utilisent ce que tu prépares, ce que tu fais, ce que tu développes et ce que tu conçois. Et donc, ça nourrit aussi beaucoup ma pratique aujourd'hui en tant que coach, la place que prend l'audience, le client et tout, parce que pour moi, c'est... Tu lui accordes de l'importance, toi, en plus. C'est essentiel, c'est vraiment central. Donc, c'est un job qui m'a amené à bosser, à travailler en Australie, comme je l'ai raconté, au Luxembourg, à rencontrer des clients très différents, privés, publics, etc. Et c'est un job que j'ai énormément aimé. J'ai pu manager une équipe de 10 personnes, tu vois, donc j'ai vraiment aimé, tu vois, ce côté-là. Mais j'ai toujours eu une frustration parce que même si je me suis extrêmement impliquée en tant que salariée, c'est que je me disais, ouais, mais c'est pas mon bébé à moi, tu vois. Genre, moi, je bosse au service des autres, je m'investis, mais c'est pas mes projets. Donc, j'ai toujours eu un peu cette fibre quand même, malgré tout, entrepreneuriale. Voilà. Je faisais mes petits trucs sur le côté qui n'avaient pas d'incidence, qui n'avaient pas vocation à être commercialisés, à faire de l'argent, mais moi, ça m'animait énormément. Et 2018, grosse crise existentielle, vraiment. Je fais un burn-out et je remets beaucoup de choses en question. Je me sens extrêmement seule à Luxembourg. J'ai beaucoup de mal en fait à m'intégrer et je me fuis en fait. Ah, tu m'avais dit ça au téléphone quand on s'est appelé je me fuis. J'ai peur d'être seule avec moi et je la fais très très vite, mais dans cette phase où je n'ai pas eu d'autre choix que de me confronter à cette solitude qui était subie, c'est une période où j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté de podcasts à l'époque, plutôt anglophones, américains. Et en fait, j'ai adoré parce que ça m'a redonné en fait un peu de l'espoir, ça m'a fait cheminer, avancer dans ma tête et j'ai compris en fait que cette solitude que je vivais, elle pouvait être utile. Et en fait, à mesure que j'apprenais tout ça, j'avais presque envie, tu vois, de partager tout ce savoir, toutes ces avancées, pas comme un guide, mais plutôt comme quelqu'un qui fait des retours d'expérience, tu vois, un peu, voilà mes enseignements, voilà sur quoi je me suis gourée, voilà dans quel piège je suis tombée et tu voulais donner ce qu'on t'a donné, en fait, entre Exactement. guillemets, et donc, j'ai eu l'idée comme ça de lancer un podcast. Parmi les premiers podcasts au Luxembourg, donc en 2019, on n'était pas nombreux. Et ce podcast, j'avais envie de parler des sujets qui m'animent, donc le design, l'entrepreneuriat. Puis petit à petit aussi un peu la quête de soi. Donc j'avais au début des invités. Et puis petit à petit, j'ai développé des épisodes solo où je partageais mes réflexions, je parlais de mes peurs, je parlais de tout ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est tous les retours que j'ai. En fait, au-delà de l'épisode de podcast, c'est les retours que je recevais en privé après la publication. Ok. De gens qui me disaient, tiens, j'ai beaucoup aimé ton épisode et tout. Je me disais, si seulement je pouvais avoir ces discussions-là avec eux, tu vois. En live, parce que c'est ça qui m'intéressait. Et donc là est venue l'idée de Twitch et de se dire, tu sais quoi, je me suis réconciliée avec l'audio en lançant mon podcast, je me suis remis dans le bain, j'apprécie ça. Pourquoi pas aller un peu next level et viser le live parce qu'en fait, tu sais, c'était l'époque vraiment TikTok, post-confinement, tu vois, explosé. Et en fait, tout le monde me disait, mais Anissa fait des formats courts, fait des TikTok et tout. Je me disais, mais moi, je suis pas une meuf des formats courts. Tu vois bien, je parle beaucoup, ma pensée, elle a besoin de se... T'as besoin de développer tes idées en plus. Donc je sais pas faire court et impactant, tac-tac, la meuf, elle sort des punchlines. Moi non plus, je suis pas fort à ça, honnêtement. Donc, je me suis dit, en fait, je vais justement... profiter de peut-être ce qui est un point de faiblesse et je vais en faire une force. Et donc, en fait, je me suis dit, je vais arriver sur cette plateforme que je ne connaissais absolument pas, que je ne visitais pas, je suis pas une gameuse du tout. Et j'ai dit, je vais faire du Anissa. C'est-à-dire que je vais partager ce qui m'anime. Et moi, ce qui m'anime, c'est la philosophie, la psychologie et en fait, rendre tous ces sujets-là qui peuvent être un peu, on va dire un peu niche ou un peu intello. Vulgariser un Exactement, petit peu, accessible. En gros, moi, ma faculté, c'est de prendre un truc qui est un peu théorique et de me dire comment ça s'applique dans la vraie vie. Et donc, tu vois, petit à petit, de me dire, je vais amener du débat et je vais provoquer de la réaction, de la discussion. Et en fait, j'ai énormément pris goût à ça. Et petit à petit, la chaîne a grandi jusqu'à arriver à plus de 10 000 personnes qui la suivent. Avec des belles stats pour Twitch, parce que ceux qui connaissent la plateforme... Ouais, c'est pas évident en plus. Mais, donc tu as eu le partenariat avec Twitch, alors voilà. tu as pu le faire. Ok, super. Et ça a été fantastique parce que j'ai reçu beaucoup plus que ce que je pensais initialement.
Et puis moi, de mon côté, ça m'a permis de grandir parce que tu vois, j'arrivais sur Internet avec des gens qui ont des avis très différents, très polarisés parfois. Et en fait, moi, j'ai adoré la gymnastique mentale de me dire, en fait, je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Et donc, au fur et à mesure, je suis devenue un petit peu presque comme une discipline sportive, à me dire, championne de, je prends un truc et moi, on va dire, c'est devenu ta spécialité, quoi. Voilà. Et les gens sont venus après sur la chaîne et ont suivi pour cette raison-là. Ok. Juste, je reprends parce qu'on précise que la caméra comprenne, c'est pas grave. Écoute, Anissa, est-ce que tu peux juste nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, alors vous pouvez me retrouver essentiellement sur LinkedIn. Ok. Anissa Le Chaudel. Ouais. J'ai aussi une chaîne YouTube éponyme, donc Anissa Ok, Le Chaudel. le même. Ok. Et puis, si ce que je fais à côté, la vulgarisation philo, psycho vous intéresse, outrospection.lu, c'est le site internet. Dessus, vous retrouvez les liens vers les épisodes du podcast Outrospection. Ouais. Présent sur Twitch, là-dessus. Ouais, on les disait, articles de blog, ok. le lien vers ma chaîne Twitch. Voilà, mais quoi qu'il arrive, tout est disponible sur toutes les plateformes d'écoute traditionnelles pour les podcasts. Ok. Voilà. Ok. Écoute, Anissa, je te remercie encore une fois. Et puis, encore une fois. Et puis on se dit, on se dit à très vite. Et merci puis, encore pour l'invitation. Super, merci à toi. À bientôt. Merci. C'est bon. Ça va? Ça a coupé.